Et bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Cabot, c'est Hugo Pérez pour Hugo Dogs et aujourd'hui je reçois Maxime Lullier de Synoccitan, éthologue et éducateur canin. Bonsoir Maxime. Salut Hugo, salut tout le monde. Donc je m'appelle Maxime Lullier, je suis éducateur canin et effectivement j'ai un parcours qui est un peu atypique, c'est que j'ai une formation d'éthologue en plus d'être éducateur canin. Voilà, et je travaille sur la région de Montpellier. Super. Donc bonsoir à tous dans le chat, n'hésitez pas à interagir avec nous, j'ai le chat, Maxime aussi là, donc n'hésitez pas si vous avez des questions directement à lui poser, c'est avec plaisir. Je vous préviens, ça va peut-être être un petit peu technique ce soir, hein. On va envoyer un petit peu de théorie de l'apprentissage et tout le bazar, ça va être un peu théorique, un peu technique, mais voilà, ça va être chouette, on va pouvoir un peu approfondir ces sujets-là. Ça va être Après, j'aime bien vulgariser avec des exemples à la noix, donc... Ouais, effectivement, on va rendre le truc accessible, non mais c'est sûr, mais... Voilà, faut prendre ça en conscience. Pour ceux qui regardent le replay, donc le replay sera disponible sur YouTube comme d'habitude le lendemain en général si je suis à l'heure. Et puis avec le replay, je vous donnerai, je pense, selon les notions qu'on aborde, etc., les timings des vidéos de Maxime, parce que Maxime fait aussi ses vidéos sur YouTube. Et du coup, vous pourrez, si vous voulez, jouer un peu le jeu de réfléchir par vous-même, aller voir la vidéo, réfléchir à la notion, voir ce que vous en pensez, etc. Puis revenir après sur la discussion. Vous pourrez faire ce petit exercice-là. Donc, je vous donnerai les timings à chaque fois. La chaîne de Maxime, eh bien, je vais la mettre dans le chat, évidemment. Si vous me laissez quelques secondes, je vais pouvoir vous donner la chaîne. Donc, question d'éthologie de Maxime. Voilà pour le lien dans le chat, n'hésitez pas à aller voir ça, évidemment, abonnement, like, etc. C'est vraiment du très bon contenu de vulgarisation, comme je lui disais en privé avant de démarrer. C'est gentil. Super. On allait parler de renforcement positif, justement, on est plein dedans. Voilà. Si j'ai des retours comme ça, peut-être que je ferai un peu plus de vidéos, que je prendrai un peu plus de temps. Exactement. Donc voilà, je vous encourage à aller voir ça. Pareil, au petit retour son, normalement les potards sont au bon niveau pour chez moi, on n'hésite pas sur le retour son, le retour vidéo, vous savez comment ça fonctionne, même derrière mon écran j'ai besoin d'un petit retour de votre part. Aujourd'hui on a tout qui fonctionne, la vidéo, le chat en direct, tout est bon, donc je pense que ça va vraiment être une super émission. N'hésitez pas à partager le live évidemment, pour le faire découvrir à tout le monde. Merci Tristan pour le retour sur le son, c'est cool, et Jean-Pierre aussi pour le son, c'est sympa. Ça marche. N'hésitez pas également dans le chat à intervenir à n'importe quel moment pour poser des questions, aborder des sujets en particulier ou ce genre de choses. C'est fait pour ça, hein. Le chat en live et l'émission en live est là pour l'interaction. Donc n'hésitez pas à interagir avec moi, avec Maxime, à proposer un sujet ou une question. Ça sera avec plaisir. Je te propose Maxime de présenter un petit peu plus en détail ce côté éducation et éthologie. Parce que finalement, moi je suis éducateur canin effectivement, avec un parallèle scientifique aussi, étant bientôt diplômé ingénieur, donc j'ai un peu cette fibre là aussi sur le côté scientifique. Est-ce que tu peux nous décrypter un tout petit peu voilà, les différences, le cursus que tu as suivi, etc. et comment ça se développe, comment ces deux notions-là s'articulent? Alors, en fait, donc à la base, quand j'ai eu 15 ans, si on vous raconte un peu toute l'histoire, j'ai eu la chance de croiser un loup en dehors d'une cage, puisque un gars de l'ONF avait un loup et tournait dans les écoles pour présenter un peu l'espèce. C'était à l'époque du retour du loup dans les Alpes, et je me suis dit, purée, je bossais avec cet animal-là. Donc je suis parti sur un parcours plutôt de zoologie, donc tout ce qui a trait aux animaux sauvages. Et en fait, quand j'ai eu 18 ans, que je suis arrivé à la fac, mes parents ont adopté un chien, un bosseron, qui était extrêmement difficile. Chez mes parents, si tu veux, c'est un petit peu l'arche de Noé, il y a des animaux partout, prêts à récupérer un peu tout le monde, et pourtant c'est la première fois qu'on a même envisagé de peut-être euthanasier un chien, parce qu'il était vraiment un peu dur le pépère, et ce qui fait qu'en même temps que j'ai commencé mes études à la fac de biologie, et j'ai entamé l'éducation de ce chien. Et puis j'ai pris le virus quoi. Je me suis éclaté avec ce chien. Petit à petit, j'ai réalisé que peut-être que le chien était aussi un animal très intéressant, peut-être même plus intéressant que le loup, parce que un loup que tu l'observes dans les Alpes, en Sibérie, au Canada, ça reste un loup, tandis qu'un chien, tu vas voir le chien du voisin, c'est pas le même que tu as toi. Donc petit à petit, je me suis de plus en plus intéressé au chien. Vu que j'étais dans un club bénévole pour ce chien,
J'en ai profité pour devenir moniteur bénévole dans ce club, donc on partage ça. Et puis après, je suis parti effectivement sur des études d'éthologie. Donc l'éthologie, au cas où tout le monde ne connaisse pas ce que c'est que cette discipline occulte, c'est une discipline qui est vraiment à 80% de la biologie et 20% de la psychologie, et qui s'intéresse à l'étude du comportement animal. Voilà. Et quand on dit comportement animal, l'humain étant un être, étant un animal aux dernières nouvelles, et bon, on s'intéresse aussi au comportement de l'humain. Et donc j'ai mixé ça pendant mes études. Donc la semaine, l'éthologie à la fac, le week-end, donner des coups de main en tant qu'éducateur bénévole. Et puis pendant ma thèse, j'ai réalisé que l'éthologie, en tout cas la recherche, c'était pas fait pour moi. Que je m'éclatais beaucoup plus dans le côté éducation, relation directe au maître et au chien. Donc ce qui fait que ma thèse, je ne l'ai pas menée à terme. J'ai arrêté en 4e année. J'ai créé ma boîte, donc Synoxytan. Ok, voilà. ça marche. Et donc là, l'intérêt, c'est que on va dire que l'éthologie, ça me permet d'avoir les outils théoriques pour comprendre ce que je fais sur le terrain avec les chiens et leurs maîtres. D'accord. Tu avais dit que j'étais bavard. Donc ouais, je vois ça. Mais on va s'en sortir. Tu m'as dit aussi que tu n'avais pas de limite de temps et ça, je l'ai plutôt bien retenu. Donc on va pouvoir développer sans souci. Super. Donc le côté éthologie. Aujourd'hui, juste pour faire un petit point sur justement niveau science, est-ce que ça a le statut de science? Comment c'est reconnu en fait dans ce milieu-là? Est-ce que ça a le statut de science? Est-ce que c'est une approche scientifique, mais ça n'a pas forcément le tampon science, on va dire? Comment c'est considéré dans ces milieux-là? L'éthologie ? Ouais. C'est une fière de la bio, hein, donc c'est autant de la science que la géologie, que la biologie du développement. Enfin, on a une approche scientifique, on publie des papiers. Ça marche. S'il y a des psychologues dans le coin, je peux m'amuser à les taquiner en disant que l'éthologie est plus avec une approche scientifique que la psycho. Exactement. Voilà. C'est typique. C'est ça qui est important de préciser, c'est que voilà, c'est dans la communauté scientifique, si on peut la nommer comme ça, c'est reconnu et c'est établi et ça fonctionne correctement de ce point de vue-là. On a quand même eu 3 prix Nobel, donc a priori, ouais, c'est quand même une discipline assez scientifique, quoi. Super. Donc il y a de la reconnaissance, effectivement. Ouais. Et on est vraiment dans la démarche scientifique, c'est-à-dire qu'on se base sur des études précédentes pour avoir une hypothèse, c'est-à-dire se poser une question sur un sujet. Ensuite, on monte un protocole expérimental, on a des idées de qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à cette question. Ensuite, on mesure les résultats de nos expériences et on en tire des conclusions. Voilà. Et en principe, avec les conclusions, on a encore plus de questions à la fin, ce qui permet de refaire encore des articles. Et finalement, on retrouve un petit peu la démarche qu'on peut avoir en éducation canine, puisque on a des maîtres qui arrivent avec une problématique. Nous, en fonction de nos connaissances, de notre expérience, on va mettre des hypothèses sur pourquoi le chien a ce problème-là et comment est-ce qu'on va pouvoir l'aider. On va mettre en place un protocole, le faire tourner, voir les résultats et en tirer des conclusions et s'adapter, quoi. Ça marche. Super. Alors ouais, petit souci d'image sur Twitch. Alors ça, c'est un petit souci que j'ai de mon côté. Moi, j'ai pas trop la raison. S'il y a des magiciens de Twitch, n'hésitez pas à me contacter. J'ai pas la raison. Pour Raphaël qui nous dit ça. Et puis sur YouTube, c'est ok. Donc c'est plutôt chouette. Est-ce que tu as des petites notions à aborder avant qu'on rentre un peu dans le détail et dans tout ça? Est-ce que t'es basé à Montpellier, toi, c'est ça? De ce côté-là? Je suis à Montpellier, c'est pour ça que tu vois que je suis complètement cramé parce qu'on a un soleil de fou en ce moment. Et vu que j'ai une peau de roue à la base, forcément je prends cher. Ouais. Donc voilà, après, je pense que c'est plus intéressant, je peux me parler peut-être directement d'éthologie, des questions que tu peux avoir. Et... Ça marche. Moi, c'est secondaire. C'est pour lâcher les contacts, etc. Si des gens sont intéressés, pas à travers le contenu YouTube évidemment, à travers ta boîte mail et tout ça, on y reviendra à la fin avec plaisir. Donc il y a plusieurs façons de me contacter. Si vous êtes plus intéressé par rapport aux vidéos questions d'éthologie, justement, à du contenu très théorique, je vous invite plutôt à me contacter par la boîte mail questionetho@gmail.com, mais vous trouverez l'adresse dans les descriptions de mes vidéos. Et puis après, si vous souhaitez avoir un éducateur canin du côté de Montpellier, mon entreprise, ça s'appelle Synoxytan, donc Syno comme tout ce qui est cynophilie, Occitan parce que je suis dans la région Occitanie.
Et voilà, Sinoxytan, vous tapez Maxime, éducateur canin Montpellier, vous devrez me trouver assez facilement. Et sur ma page d'accueil, on voit mon chien, un chien loup tchécoslovaque. Il n'y en a pas 300 à Montpellier. Ouais. Ça marche. Ben rentrons dans le détail. Peut-être petit Doliprane si vous regardez cette vidéo, alors en live ou en replay à ce moment. Ça peut être en anticipation, ça peut être sympa. J'en rigole, mais voilà, c'est ce qu'il faut penser. Les sujets qu'on va aborder là, c'est aussi, ça fait partie du métier quelque part, et ça fait partie de la compréhension des animaux qu'on peut avoir. Donc il vaudrait mieux que ça vous passionne plus que ça vous rebute, surtout si vous souhaitez devenir professionnel ou ce genre de choses dans ces métiers. Je pense que c'est quand même des notions assez importantes. Ouais. D'ailleurs, c'était un de tes précédents intervenants qui m'avait fait tiquer un peu, qui disait que ouais, finalement la théorie c'est bien beau, mais ce qui compte dans le métier c'est la pratique. Et moi je suis vraiment pas du tout d'accord avec ça. Après, bon, c'est une question de point de vue à chaque fois, tu vois. Mais pour moi, c'est vraiment deux pièces essentielles. Mais malheureusement, par la pratique, tu ne pourras pas avoir tous les cas. Et tu as toujours un jour où tu as un chien qui débarque et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe avec celui-là, quoi. Et justement, le fait d'avoir du recul, de s'être renseigné auprès des autres éducateurs canins, ou d'avoir fait un peu de recherche justement sur les bases biologiques du comportement, bah, des fois ça peut donner des pistes pour débloquer une situation qui semble quand même à la base assez mal barrée, dirons-nous. C'est clair, et puis je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que la pratique va faire appel à l'expérience et à l'intuition pour résoudre une situation, ce qui est tout à fait louable et qui peut résoudre pas mal de situations et qui est assez efficace, hein, finalement, faut pas l'oublier. Le terrain, ça reste très important. Mais je pense que la théorie nous permet soit de partir sur des situations où on n'aurait pas forcément de levier ou de donner d'autres idées, et aussi de comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et ça, ça reste important dans la visualisation qu'on a, et pour justement accumuler de l'expérience et comprendre ce qu'on fait, c'est quand même intéressant d'avoir ce recul-là. Ouais, bah, y a une phrase que je répète souvent, je dis que finalement c'est un petit peu comme faire de la cuisine. Alors que t'as des amis qui viennent à la maison, t'as prévu de faire des lasagnes. Et puis au dernier moment, t'en as un qui te dit « Ah ouais, mais moi je suis allergique au gluten ». L'autre qui te dit « Ah ouais, mais moi je suis végétarien ». Bah, si tu sais pas ce que t'as mis dans ta lasagne, bah, tu commandes des pizzas en express, et sinon tu te dis, bah tant pis, je remplace les lasagnes par de la lasagne sans gluten, et plutôt que de mettre du steak haché, je vais mettre du steak de soja, et tout le monde sera content, quoi. Donc c'est un peu ça, quand tu connais la théorie, tu sais comment adapter ta façon de travailler, sans être perdu et dépassé, et devoir complètement partir sur autre chose, quoi. Ouais, et puis je pense que dans la visualisation aussi qu'on se fait des comportements, et des chiens en général, on y gagne beaucoup, et aussi, et moi c'est ce que je remarque aussi, c'est dans la communication avec les autres professionnels ou les autres personnes de ce monde-là ou du métier, qui finalement, la théorie peut nous permettre de poser des mots sur des notions qui nous permettent de communiquer derrière. Donc ça c'est vachement important pour pouvoir évoluer aussi dans la communication et tout ça. Et la communication entre professionnels aussi, puisque les mots ont quand même leur sens. Bien sûr, et c'est souvent ça, s'il y a bien un truc sur lequel j'insiste, c'est le sens des mots, et on voit souvent que quand on s'écharpe sur des réseaux sociaux, des articles ou ce genre de choses, c'est un problème de définition de mots et du sens du mot plus que la notion elle-même, et que si chacun a une définition différente, et ben finalement on sait plus ce que c'est, de quoi on parle. C'est ça. Avant de démarrer, Jean-Pierre qui nous demande une page Facebook, donc Sinoxytan. La page Facebook Sinoxytan. Voilà. Après, savoir que depuis la fin du confinement, je n'ai pas republié de vidéos parce que j'ai pas le temps de les faire malheureusement. Donc, tu auras surtout des informations sur ce que je fais avec les toutous au terrain, les activités que je propose. Et dès que j'aurai le temps, pendant les vacances, j'espère pouvoir finir de monter une vidéo. Il y aura peut-être une vidéo de temps en temps. Voilà. Ça marche. Super, merci Paula pour le lien, ouais, c'est cool. Donc c'est parti. Alors, question éthologie, c'est le format de vidéo que tu proposes où tu vulgarises les notions d'éthologie. Donc pour le moment on a eu une présentation de l'éthologie, et puis ensuite certaines petites bases, on va dire, qui sont sur le conditionnement classique avec Pavlov, le conditionnement opérant avec Skinner, pardon. Et puis la valence des renforçateurs. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai revisionné ces vidéos-là pour vous expliquer un peu comment j'ai préparé l'émission. J'ai visionné ces vidéos-là et puis je me suis posé moi mes questions suite au contenu qui était proposé.
Il faut savoir que pour moi, voilà, vraiment Maxime, sur le YouTube francophone, ça reste le meilleur contenu de vulgarisation de l'éthologie à l'heure actuelle, pour moi. C'est très gentil, mais comme je disais, j'ai pas beaucoup de contenu encore, donc c'est les petites fleurs. Non plus. Ouais, c'est sûr, mais la base est saine et stable, et c'est ça qui est intéressant. Donc si on prend l'épisode numéro 3, donc sur Pavlov, sur le conditionnement classique, on aborde et on parle de la priorisation du stimulus. Ouais, et tu voulais qu'on revienne un peu sur ça. Et je voulais qu'on revienne un petit peu sur ça parce que moi c'est quelque chose que j'enseigne souvent. Alors évidemment je dis pas à mes clients attention à la priorisation du stimulus. Et à mes clients maîtres, c'est pas comme ça que je l'aborde. Il faut savoir mettre de la pédagogie là-dedans. Mais voilà, le terme en éthologie reste celui-ci. Et donc je voulais qu'on détaille un petit peu ce que ça donne. Ok. Alors, déjà Pavlov, pour que tout le monde se remette un petit peu dedans, ouais. C'est la base de l'association entre deux choses, en fait, entre un stimulus, ou entre un stimulus et un réflexe que l'animal peut déclencher. Et par exemple, pour ceux qui travaillent un petit peu au clicker, si tout le monde voit ce que c'est le clicker, malheureusement, j'en ai pas un sous la main. Non. T'en as un, toi ? Non. Il est rangé pas très proche là. J'ai une souris d'ordinateur, ça fait clic. Ça marche pareil. Voilà. Donc en gros, le principe du clicker, c'est qu'on a un petit objet qui fait un bruit, genre clic. Je sais pas si tout le monde va pu entendre. Hein, j'ai rapproché de. Ouais, c'est bon, ouais. Voilà. Et en gros, on veut faire comprendre à l'animal au départ que ce bruit veut dire qu'il y a une friandise qui arrive pour le chien. Et en fait, le principe de priorisation du stimulus, c'est que si vous sortez votre friandise avant d'avoir cliqué, le clic, le chien, il le connaît pas, il a probablement jamais entendu de sa vie. Par contre, la bouffe, ça, il connaît bien. En principe, on n'a pas de problème de ce côté-là. Et en fait, le cerveau du chien va complètement occulter le clic et ne penser qu'à la nourriture. Ce qui fait qu'il va mettre beaucoup plus de temps à faire l'association que le clic signifie l'arrivée de la récompense. Donc, au niveau priorisation du stimulus, pour éviter que le chien bloque sur un stimulus plutôt qu'un autre, il faut que le stimulus que nous on veut que l'animal comprenne, on le mette avant le stimulus auquel le chien va toujours répondre. Exactement. Qui va déclencher de l'attrait ou de la fuite, quoi. Tout à fait. En fait, je pense que cette notion de priorisation, elle se déclenche que quand il y a deux stimulus qui arrivent au même timing, en fait. C'est sur ça qu'il faut faire attention. Et une fois que l'animal est bloqué, il va avoir du mal à faire attention à l'autre. Et moi, je parle pas mal de ça dans mes cours. En fait, c'est même la première chose dont je parle dans mes cours. Quand je bosse avec des chiens qui sont un peu couillons avec les congénères, dirons-nous, je leur dis que si vous attendez que votre chien déclenche pour commencer à faire quelque chose, c'est trop tard. L'autre chien en face a pris la priorité dans le cerveau de votre chien. Vous aurez beau faire ce que vous voudrez, de toute façon, à son niveau d'éducation, c'est un chien qui débute, c'est foutu. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment beaucoup anticiper quand on bosse avec un chien, pour justement voler cette priorité dans le cerveau du chien avec quelque chose qu'on lui aura appris en amont. Tout à fait. Moi, j'ai pensé à deux exemples assez communs. Il y en a un aussi que je précise, que j'ai bien envie d'insister là-dessus parce que je vois ça souvent et les deux, je les vois souvent en fait. La première chose, c'est par exemple le coup du rappel et on met la main dans la pochette à friandises ou dans la poche en même temps qu'on rappelle son chien. Ouais, ça c'est un cas. Le chien, le jour où il n'y a pas de saucisse, il revient pas. C'est ça. Ça c'est un cas typique de priorisation du stimulus, c'est-à-dire que le chien, il va avoir dans son sa vision, il va avoir main dans la poche plus le mot du rappel ou son nom plus le mot du rappel, quelque chose comme ça, ou le signal du rappel, pas forcément un mot d'ailleurs. Il va avoir les deux en même temps. Et du coup, il va basculer que sur la vision, je regarde la poche, la main dans la poche, et notre mot du rappel, il va jamais s'associer avec un rappel. Si bien que là, c'est la main dans la poche qui prend la priorité sur le nom du chien plus le mot du rappel, la commande. Et donc à ce moment-là, on n'a pas d'association avec le mot du rappel. Donc le chien ne comprendra pas le mot du rappel, et s'il n'y a pas main dans la poche, il n'y aura pas rappel. Et donc pour ça, effectivement, anticiper mot du rappel, enfin non mot du rappel, puis si nécessaire. Si nécessaire, ça dépend comment on l'aborde encore une fois, mais dans cet exemple-là, main dans la poche qui vient après. Après, moi, je le tourne encore différemment, mais voilà, ce qu'il faut bien comprendre, là, on va réfléchir aussi assez théorique. Donc, il y a plein de manières d'aborder différemment les choses, etc. On se place d'un point de vue assez théorique ce soir.
Après, il y a aussi un truc, c'est que les gens souvent ont du mal à réaliser qu'on n'est pas sur le même canal de communication avec un chien. C'est-à-dire que nous, les humains, on est à fond dans le langage. Et les chiens, le langage, ils sont juste pas câblés pour ça, quoi. Donc, effectivement, entre une main dans une poche et un viens ici loulou, bah forcément, c'est la main dans la poche qui est le signal de rappel, quoi. C'est clair. Et là, le deuxième exemple que je souhaite aborder, et ça je le vois souvent, et même plus chez des éducateurs ou des gens qui connaissent les chiens, même que forcément chez les maîtres lambda, les propriétaires, c'est le coup du geste plus voix sur une commande en même temps. Ouais. Ça pose de gros problèmes. Enfin, de gros problèmes. Ouais, pour une association, en fait, il n'y en a qu'un seul qui marche. Voilà, pour une association à la voix, c'est un souci. C'est vraiment un souci. Le physique l'emporte sur le vocal. Parce que comme tu disais, les chiens sont moins câblés pour la voix que pour le corporel ou le spatial. Je sais pas vraiment comment ça, si tu as des notions précises là-dessus, mais moi c'est comme ça que je le ressens. Et du coup, si on fait je vous fais un exemple avec un assis avec un geste vers le haut par exemple, si les deux viennent en même temps, bah, le geste du assis prend le dessus sur la voix qui dit le mot assis. Et du coup, si derrière on dit juste le mot, le chien va pas associer ça. Et si on fait juste le geste, il va comprendre la commande. Donc ça nous permet de travailler le geste, ça pourquoi pas. Mais ça ne nous permet pas d'associer le mot. Donc c'est le mot d'abord et ensuite le geste pour qu'il y ait association du mot, si notre objectif c'est l'association du mot. Par contre, ça me permet de rebondir sur quelque chose, c'est que travailler le geste et le vocal, c'est deux choses qui peuvent être importantes. Et moi j'ai eu un sacré rappel là depuis un an par rapport à ça. C'est que bon, mon chien avant je le bossais tout le temps à la voix. Sauf que mon loulou vient de faire 10 ans et ça fait un an qu'il perd petit à petit l'audition. Et finalement, avoir travaillé la gestuelle aussi à côté, c'était quand même une bonne idée. C'est sûr. Par contre, pour les démonstrations de clicker, maintenant c'est un peu compliqué. Mais voilà, la gestuelle en tout cas, ça me sauve en ce moment, quoi. Ouais, c'est clair. Après, souvent on a moi je sais que dans mon approche de l'éducation, j'ai tendance à pas mal passer par la gestuelle pour découvrir les ordres et mettre la voix que au final. Parce que c'est peut-être une notion que tu es à l'aise avec aussi, le fait de nommer qu'une fois que le chien sait faire, pour être sûr de garantir un bon apprentissage. Donc au démarrage, on va l'aider avec la gestuelle parce que c'est le canal de communication qui comprend souvent le mieux. Et ensuite, on vient mettre le mot que quand le chien sait faire. On lui montre comment on fait et on le nomme ensuite. Et donc voilà, cette priorisation du stimulus sur le geste plus voix en même temps, elle est hyper importante. Et si on veut travailler à la voix, il faut mettre la voix d'abord et ensuite le geste dans un second temps. Alors, il y a Raphaël. Raphaël 1980, savoir c'est ma chérie en fait, elle est assez bavarde aussi. Donc elle demande si un chien est capable de capter une information visuelle et sonore en même temps. Il peut capter les deux en même temps, mais ça va être un mélange des deux, c'est pas forcément du 50-50. Ça va plutôt être du 80-20 en fonction de ce que le chien comprend le mieux. Il va vraiment s'intéresser à ce qui a le plus de sens pour lui, à ce qu'il comprend le mieux. Et dans certains cas, il peut comprendre plus facilement du gestuel, et dans certains cas, du sonore, si c'est un truc qu'on a vraiment beaucoup travaillé, quoi. Ok. Super. Donc voilà les petits exemples sur la priorisation et c'est également hyper important sur quand on veut placer un marqueur. Effectivement, l'exemple du clicker en est un bon. C'est qu'il faut d'abord marquer et ensuite délivrer la récompense, peu importe la récompense que c'est. Si on le fait dans le même timing, pas d'association. Et vous pourrez faire ce test-là. Je reviens avec mon assis et le geste en même temps. Si vous avez un chien qui connaît bien le assis, bien le coucher, ou enfin en fait peu importe, deux ordres qui connaît bien à la voix et au geste, faites les deux en contradiction pour bien voir que le geste l'emporte sur l'autre. Si on prend un assis et un couché avec chacun un geste associé, donc le assis un geste vers le haut, le couché un geste vers le bas, pour exemple, mais peu importe les ordres, ce qui compte c'est qu'ils connaissent bien la voix et le geste. Et bien si vous dites coucher avec un geste du assis, très majoritairement le chien va s'asseoir. Et si vous dites coucher avec un geste de assis, enfin l'inverse, vous me comprenez, le chien va suivre le geste. Donc ça peut être rigolo de faire ça. Il y a aussi autre chose pour assurer la voix, c'est de mettre plus aucun mouvement au bout d'un moment. Et en fait c'est là où notre vocal doit venir sans mouvement, parce que le mouvement vient après pour l'apprentissage de l'association, mais notre mot doit venir neutre, quoi, sans mouvement en tout cas. Donc voilà, vous pourrez vous amuser à essayer de mixer un peu entre la voix et les gestes. Alors le faites pas trop parce qu'évidemment que
Enfin, c'est pour le faire en même temps, donc de toute manière, vous n'êtes jamais censé le faire en même temps. C'est ce qu'on vient de discuter. Mais voilà. Ça dépend si la discrimination a été travaillée avec comme priorité la voix, nous dit Yako. Salut David, qui était là la semaine dernière d'ailleurs. Ouais. Beaucoup aimé son intervention d'ailleurs, je trouvais ça très sympa. Alors ça dépend si la discrimination a été travaillée comme priorité à la voix. Je dirais sur des ordres connus. Après, quand même les chiens comme tu disais sont quand même plus réceptifs au visuel, au gestuel. Mais sur les ordres connus, effectivement, si tu as travaillé en premier la discrimination à la voix, tu vas rester dessus quoi. C'est clair. Je pense que après ce qu'on peut dire là, c'est isoler la voix par rapport aux autres gestes. Et donc par exemple demander un assis et ensuite faire un geste de coucher, ben, en fait on travaille plus ou moins la distraction des gestes vis-à-vis de la commande assis vocale. Donc ce travail-là de renforcement de l'apprentissage dans un contexte, dans une idée de généralisation, elle peut être importante. Mais si on cause plutôt début de l'apprentissage ou en tout cas voilà, démarrage de l'apprentissage, c'est plus logique de le faire comme ça. Une fois que le chien connaît, on peut venir travailler en généralisation sur ce truc-là, effectivement. Ouais. Le rôle de l'intonation de la voix dans l'apprentissage d'une commande, nous dit Justin. Oui, bah après, on a une attirance des chiens pour les sons qui sont plutôt aigus. C'est pour ça que pendant très longtemps, on utilisait des sifflets ultrasons pour rappeler les chiens. Donc c'est vrai que pour tout ce qui est ordre qui va solliciter l'attention d'un chien, on va plutôt prendre une voix aiguë, ça sera un principe un peu plus efficace. Et tout ce qui est grave, au contraire, a plutôt tendance à les stopper, à les inquiéter un peu. Donc pour tout ce qui est immobilisation ou marquage de quelque chose de pas cool que le chien a fait, on va plutôt prendre une voix un peu grave. Voilà. Ah, fun fact par rapport aux sifflets ultrasons. Peut-être que parmi vous, il y en a certains qui ont remarqué que les sifflets ultrasons maintenant, qu'on vend dans le commerce, quand vous sifflez dedans, vous les entendez. Ça arrive, ouais. Ça dépend des modèles. Vu que c'est des sifflets ultrasons, t'es pas censé les entendre, on les capte pas normalement. C'est vrai. Et en fait, l'histoire, c'est qu'il y a eu des tas et des tas de retours dans les années 90 de gens qui venaient, il marche pas votre sifflet, il fait pas de bruit. Donc maintenant, on a des sifflets normaux qui ressemblent à des sifflets ultrasons. Parce que, bah voilà, les gens disaient qu'il marchait pas le sifflet. Voilà. Ok, ça c'est pas mal, ouais. Pas de petite anecdote, ouais. Ok, moi sur l'intonation de la voix, j'y reviens rapidement. Je trouve qu'il vaut mieux le marquer de manière relativement neutre. Surtout par exemple sur le marqueur de récompense, qui est un cas particulier, mais qui est important, parce que j'ai l'impression que si on transmet de l'émotionnel dans la commande ou le marqueur qu'on dit au chien, et ben ça va pas forcément être clair pour lui. Vis-à-vis de isoler le stimulus vocal, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et de le donner de manière neutre, pour ensuite, pourquoi pas mettre de la vocalise si nécessaire dans l'apprentissage de l'ordre. Je trouve que on isole mieux les sonorités du mot. C'est ça que je voulais dire. Ouais, éventuellement. Après, par contre, de pas mettre de l'émotionnel quand tu bosses avec ton chien, c'est toujours facile pour tout le monde, quoi. Ouais, non, mais je parle sur le marqueur pour donner la commande, surtout. C'est ça que je veux dire. Après, sur de la récompense, sur tout ça, sur l'attitude qu'on a pendant le travail, etc., évidemment qu'il faut en mettre. D'accord, parce que moi, pour marqueur, c'était vraiment le côté... Sur le marqueur, ça va être... Marqueur d'exercice réussi ou raté, mais... Ouais, bah sur celui-là, ou même sur un assis, où je vais avoir tendance à pas forcément prendre une voix aiguë spécialement, ou une voix grave spécialement, mais plutôt un assis avec un ton neutre, pour que le chien isole bien les sonorités du truc. Mais après, j'ai tendance à essayer de redescendre après, quitte à faire des ordres chuchotés. Exactement. Mais... Oui, voilà, dans cette idée-là. En tout cas, globalement, il faut travailler sur toutes les intonations sur l'ordre. C'est clair que ça peut aider. Mais après, comme quoi un marqueur neutre, ça peut être très efficace. Bah, le clic, niveau neutre, ça se pose là, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ça marche. Alors, on passe épisode 4, question d'éthologie numéro 4. Skinner, conditionnement opérant. Donc là, pour résumer globalement, en gros, là où Pavlov nous donne un peu ce qui se passe avant et les associations qui se passent avant, là on va plutôt basculer sur du après. Je t'explique un petit peu souvent comme ça. C'est-à-dire, le chien fait une action, qu'est-ce qui se passe dans le monde après, et selon ce truc-là, est-ce qu'il va le faire plus souvent, moins souvent, et est-ce que c'est quelque chose qu'on va ajouter ou enlever pour qu'il le fasse plus souvent ou moins souvent. Donc après c'est le cadran assez connu avec les récompenses, les punitions, l'ajout ou le fait de retirer.
Donc voilà, allez voir épisode 4, question d'éthologie sur Skinner. Et donc on va passer au conditionnement opérant. Alors il y a un truc qui m'a un petit peu surpris. J'avoue que je savais pas du tout ce truc-là. Ça m'étonne beaucoup et bon, ok. Il y a, pour te citer, le P+ et P- sont confondus en éthologie. Ouais. Et ça, j'avoue que je comprends pas du tout pourquoi. Pour rappeler, donc P+, on est sur la punition positive. Donc on ajoute quelque chose que le chien va ressentir comme désagréable pour diminuer un comportement. Et le P-, on va retirer quelque chose d'agréable pour diminuer ce comportement. Donc typiquement, le chien veut une friandise, on l'a dans la main, on lui retire. Donc il va trouver ça pas agréable et on a retiré quelque chose, pour rappeler rapidement. Et donc ces deux notions-là sont confondues en éthologie. Je comprends pas du tout pourquoi. Ouais. Et en fait, c'est parce que c'est une question de point de vue. D'accord. C'est-à-dire qu'en éducation canine, les gens qui parlent donc P+, P-, prennent le point de vue de l'éducateur, de l'intervenant sur l'animal. Et en éthologie, ce qui nous intéresse, c'est le point de vue de l'animal. Donc autant quand tu es dans du renforcement, quand tu fais un renforcement positif, l'animal reçoit une conséquence qui est plaisante à son comportement, qui va lui donner envie de le refaire. Donc c'est vraiment quelque chose d'agréable. Par contre, quand tu es en renforcement négatif, tu retires une situation qui était désagréable. C'est pas agréable pour autant, c'est que tu retires quelque chose de désagréable. Une punition positive ou négative, dans les deux cas, il arrive un truc qui est pas sympa au chien. Il y a un ressenti qui est désagréable de la part de l'animal. Punition positive, ça peut être un non très sec, voilà, fait sursauter le chien. Punition négative, ça peut être l'ignorer, l'isoler. Dans les deux cas, le chien se retrouve dans une situation qui est désagréable. Donc c'est pour ça que en éthologie, une punition, c'est une punition quoi. Il y a renforcement positif, renforcement négatif et punition. D'accord. Par contre, en éducation canine, clairement, ça permet de voir sur quelle approche est la personne qui est en train de travailler le chien. Donc c'est pour ça que P+ et P- on les différencie en éducation canine. Et ce qui est amusant, c'est que ça fait une bonne dizaine d'années maintenant que régulièrement, dans des papiers qui parlent d'éthologie appliquée, on voit également du P+ et P- dans des papiers scientifiques d'éthologie. D'accord. Ce qui est une faute normalement. Mais ça commence aussi à venir dans le monde scientifique, comme quoi les deux s'inspirent. Je trouve que pour gagner un peu plus en précision dans ce qu'on parle ou sur une expérience qui peut être menée dans un contexte, etc. Je trouve pour le coup que ça a plus de sens. Après j'ai l'approche aussi du côté appliqué de l'éducateur, donc je me ressens tout à fait là-dedans, mais pour moi c'est important d'avoir cette dissociation-là. Et de la même manière qu'on pourrait dire, si une punition, le chien expérimente quelque chose de désagréable, le côté renforcement c'est de la même chose, il expérimente quelque chose d'agréable, et donc pourquoi différencier R+, R- par rapport à juste les punitions? Voilà, ça m'a un peu surpris, mais pourquoi pas. C'est pas le même ressenti du côté de l'animal en fait, simplement. C'est expliquer ce qui se passe dans l'animal. D'accord, ok. Bon, c'était un petit détail qui m'a un peu surpris. Je sais, après c'est aussi à l'époque quand je l'avais appris, j'ai quand même appris ça en thèse quoi. C'est mon maître de thèse qui me fait un jour, mais tu parles de punition négative, punition positive, faut que tu te calmes, ça n'existe pas chez nous. Donc je me suis adapté, mais c'est vrai que pour la communication avec les gens, et quand on parle en termes techniques avec un autre éducateur canin, clairement ça simplifie la communication quoi. Mais il faut pas oublier qu'une punition pour l'animal, que ce soit positif ou négatif, de toute façon ça reste quelque chose de désagréable, et qu'une punition ça a jamais servi à apprendre à faire quoi que ce soit à un animal quoi. On en reviendra dessus je crois un petit peu après. Peut-être même tout de suite après, je pense. Donc super, alors on reste sur l'épisode 4, là c'était 4 minutes 10 pour vous donner le timing, je devrais vous le donner avant qu'on commence à discuter le sujet d'ailleurs. Là on est plus sur 8 minutes 18, 8 minutes 24 même, plutôt 8 minutes 24. Sur les comportements auto-renforçateurs, alors super important, important à comprendre et très très intéressant à noter, parce que c'est quelque chose qu'on voit vraiment chez les chiens et qui peut nous débloquer des manières de travailler ou des approches à avoir. Et c'est vrai que ça je l'ai compris assez tard, on va dire, dans ma progression dans ce truc-là. Et c'est vrai que c'était un peu une révélation pour moi de comprendre ça vis-à-vis de tout ce qu'on a des apprentissages. Il faut savoir qu'il y a des comportements qui sont donc les comportements auto-renforçateurs. Quand le chien les produit, il y éprouve du plaisir et donc il va être amené à les refaire plus souvent parce que ça lui éprouve du plaisir et que du coup il s'auto-renforce juste par le comportement. C'est-à-dire que nous on n'intervient pas dans l'équation, je veux dire, c'est parce qu'il le fait
il trouve ça cool. Moi, l'exemple le plus... Pardon, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, je te laisse continuer. Pour moi, l'exemple le plus typique, c'est la chasse, par exemple. Je trouve que le comportement de chasse chez le chien, c'est peut-être celui moi, c'est celui qui m'a le plus évoqué sur les comportements autorenforçateurs, parce que le chien, ou sur de la prédation aussi, ça pourrait arriver. Rien que le fait... Ah, petit camion Ouais, il y a sur des toi. scooters qui passent. Ça va. Sur l'action de chasse, autorenforçateur, parce que rien que le fait de pister, par exemple, si c'est un chien qui piste pour la chasse, rien que le fait de déclencher ce comportement-là, il y éprouve du plaisir, même s'il n'attrape pas le gibier, même s'il court pas après, même si machin. Rien que cette action-là, il éprouve du plaisir, il va être amené à la refaire plus souvent parce qu'il y a éprouvé du plaisir. Donc l'action de chasse, c'est un bon exemple. Et je trouve, si on devait l'élargir, qu'on peut le trouver, mais alors là, c'est plus rare et ça dépend des chiens et des situations. Peut-être, moi, je l'ai rencontré déjà sur du saut, ou du mordillement, ou de l'aboiement parfois. Bah, en fait, Beaucoup plus rare, mais parfois. Sur tous les comportements que les gens trouvent désagréables, trouvent gênants, qu'ils essayent de punir, et que le chien maintient. Alors que si c'était vraiment puni, ce comportement, si c'était vraiment désagréable, il arrêterait de le faire. Il n'est pas maso, le chien. Donc, c'est qu'il tire un plaisir tout seul. Et ce plaisir, bah, effectivement, ça va auto-renforcer le comportement. Ouais, mais c'est là où moi, dans ma vision de cette notion-là, je suis plus vraiment dans la manière où l'humain, enfin le propriétaire, l'humain, n'interagit pas vraiment avec le chien. Et c'est lui de lui-même qui le fait. Je veux dire par là, il y a un exemple avec la balle. Bah, si l'humain se met à courir après le chien quand il a la balle, vu que l'humain fait quelque chose, en fait, c'est son action de courir après le chien qui renforce le chien. Je le classe pas vraiment dans les comportements autorenforçateurs de mon point de vue. Pour moi, quelque chose. Il y a pas mal de comportements de protection de ressources, par exemple, hein, simplement. Ouais. Ou... Un chien qui protège un truc qu'il a envie de garder pour lui, s'il arrive à le garder à l'issue d'une confrontation, que ce soit vis-à-vis d'un autre chien ou d'un animal, bah, ou d'un humain, pardon. Ah, ça y est, on a notre coupure. Ok, de retour. On a eu notre petite coupure. Hein. C'est moi, c'est toi ma caméra qui a plus de batterie. D'accord, ok. Super. Mais j'ai un peu tapé dedans hier, elle était pas contente. C'est le principal. Je pensais que c'était un petit saut de connexion comme j'avais déjà eu sur un épisode, mais finalement, c'était plutôt de ton côté. Super. Très bien, non, ça a l'air d'être ok pour tout le monde de ce côté-là. On a l'air d'être toujours en live, c'est nickel. Paf, paf, paf. Super bien. Donc ouais, je sais plus où j'ai été coupé. Ouais. Alors, on avait l'exemple. Et là, du coup, ça me remet un peu en question cette notion de comportement autorenforçateur, parce que si on prend l'exemple de la protection de ressources, que ce soit une gamelle, enfin peu importe en fait, peu importe la ressource, on s'en fiche. Si le chien, par exemple, se met à grogner et à aboyer, et si l'humain qui voulait contester la ressource, on va le dire comme ça pour simplifier, s'en écarte, bah, c'est son mouvement de s'écarter qui devient un renforcement pour le chien. Oui, tout à fait. Alors donc, après, c'est vrai que sur le côté auto-renforçateur, tu peux carrément partir. Ah, je comprends que tu voulais aller. Ouais. Partir d'un truc où le chien prend un plaisir vraiment intrinsèque à. C'est ça. Ouais. Exactement. Okay. Moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça la définition que j'en ai. Et donc finalement, il n'y a pas tant de comportements que ça. Je vois vraiment, je te dis, la chasse, c'est le plus clair pour moi parce que voilà, un chien qui est en train de pister, on voit, il s'éclate. Et même s'il court pas après la proie ou quoi que ce soit, il s'éclate. Un chien qui fixe au loin sur des oiseaux, du chien d'arrêt, etc. par exemple. Et vraiment la chasse pour moi c'est le principal exemple qui est le plus parlant. Toutes les stéréotypies à ce compte-là. Toutes les stéréotypies aussi, exactement. Exactement. Les actions répétées que le chien va faire. Tourner autour de sa queue, ce genre de choses. Ouais. Exactement. Les stéréotypies c'est un très bon exemple aussi. J'y avais pas pensé. C'est une bonne manière de l'expliquer effectivement. Super, tout est revenu, c'est génial, c'est parfait. Donc voilà, comportement auto-renforçateur. Donc pour moi c'est vraiment ces trucs là où intrinsèquement le chien y éprouve du plaisir et donc si on fait rien, vu qu'il y éprouve quelque chose qui va le renforcer là-dedans, donc il va être amené à le faire de plus en plus. Et donc d'où stéréotypie nous pose la question Ghislaine. Est-ce que tu peux rapidement donc une stéréotypie c'est ce qu'on va rencontrer chez les fauves qui tournent en cage. Dans les zoos, c'est en fait l'animal qui accumule une certaine quantité de stress
et qui va avoir une activité qui va être répétitive, 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 et cette activité elle sert à rien, à part à s'entretenir elle-même en fait. C'est ce qu'on peut voir aussi quand on va dans un centre équestre, quand on voit des chevaux dans des box qui bougent la tête comme ça. Ah ouais. Voilà, qu'on se toque de la tête, en principe un cheval au pré il fait pas ça quoi. D'accord. C'est comme les tocs, c'est un peu c'est ça. Un genre de toc, ouais. Ouais, c'est ça. Ça se rapproche, la définition doit être à peu près similaire, ouais, effectivement. Donc voilà, on est sur les comportements autorenforçateurs, d'accord. Donc la théorie c'est, parce que j'ai une chute à cette histoire, le chien il produit un comportement, si on fait rien, bah du coup ça va le renforcer, il va le faire de plus en plus. Donc typiquement comportement stéréotypique, chasse que je l'ai donné comme exemple et tout ça. Et donc finalement ça reste la punition qui va être la seule manière d'éteindre ce comportement là. Après, qu'elle soit positive ou négative, je suis pas forcément tranché là-dessus. Mais pour moi, il doit y avoir punition dans ce contexte-là, à partir du moment où le chien le déclenche. Évidemment que si on anticipe pour pas que ça se produise, c'est une situation différente, mais c'est une approche qui est dans l'anticipation et donc on n'a pas le comportement qui se produit, donc on peut le travailler différemment. Mais si le chien démarre et que sur ce moment notre objectif c'est d'inhiber ce comportement-là, pour moi c'est recours à la punition dans ce contexte-là. De toute façon, c'est le principe même de la punition. D'ailleurs, le terme de punition en éthologie dans ce cadre des renforçateurs, c'est pas un terme qui est bien choisi. Le vrai nom, en fait, c'est un inhibiteur. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais par contre, moi, ce qui me gêne à chaque fois quand je pars dans de la punition, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, une punition, ça n'a jamais appris à qui que ce soit un humain ou un animal, à faire quelque chose. Une punition, ça apprend à cesser quelque chose. Et pour moi, je préfère apprendre à un animal à faire autre chose que ce comportement auto-renforçateur, et en anticipant justement, à travailler beaucoup sur l'anticipation, plutôt que de partir dans la punition. Après, toujours pareil, dans la vidéo, je dis qu'il faut essayer de rester loin des méthodes coercitives. Et ça t'avait fait tiquer, je crois, par rapport à ça. Mais quand je parle de méthode coercitive, oubliez qu'avec mes vidéos, j'essaye de faire de la vulgarisation. Et c'est vrai que dans coercitif, il y a une différence entre une punition où tu vas juste empêcher le chien d'exercer le comportement, ou lui envoyer un choc avec un peu électrique, quoi. Ouais. Voilà. Donc moi, c'est vrai que je vais plutôt rester dans de la punition négative, et on va avoir plutôt tendance, en vulgarisant, à parler de punition positive pour tout ce qui est coercitif. Ouais, c'est ça. On pourra y revenir peut-être un peu plus tard sur ces notions-là. En fait, comment dire, mon truc, c'est travailler en anticipation. C'est très très bien. Il faut le faire, hein, absolument. C'est quelque chose d'important. Mais je place vraiment cette situation-là dans le chien est en train de faire l'action. Et donc là-dedans, d'après ma réflexion sur la théorie de ce sujet, je pense que c'est que la punition qui peut y avoir recours. Et la punition négative? Pas forcément, parce qu'après chaque récompense a sa propre valeur. Donc le comportement auto-renforçant, il a sa propre valeur aussi. Donc si tu peux trouver un truc qui a une valeur encore plus grande pour ton chien, ça peut être mieux, quoi. Ouais. Et que finalement le comportement auto-renforçant, il a plus tant de valeur que ça, et il va repartir sur autre chose. Après, je joue un peu l'avocat du diable, hein, la punition j'utilise aussi. Hein, bien sûr. Je me définis jamais comme quelqu'un qui bosse dans les méthodes positives, en fait, parce que je trouve que c'est un non-sens. Mais voilà, clairement, la plupart des comportements, si on a tous les moyens à disposition, on peut les gérer par plutôt du renforcement ou détournement, comme propose Ghislaine. Ouais. Et on n'est pas forcément obligé de partir dans la punition. Mais face à beaucoup de comportements très problématiques, de toute façon, punition ou renforcement, on fait ce qu'on peut des fois. Ouais. C'est parti quoi. Non, c'est clair. Voilà. Puis alors, on réfléchit après à comment anticiper mieux le prochain coup. On peut comment dire, on peut y aborder tout de suite ces histoires un petit peu méthode, avec les définitions qu'il y a derrière et tout ça qui sont toujours un peu floues. Je pense aussi que c'est une histoire de difficulté de la mise en place. Parce que le chien qui tourne autour de sa queue, par exemple, est-ce qu'on va vraiment trouver quelque chose qui va être plus intéressant pour lui que de tourner autour de sa queue sur le moment,
et tout ça. Est-ce que ça va être facile à mettre en place dans la communication pour les maîtres et leurs chiens de l'utiliser, etc. Ça derrière, ça reste un chien qui tourne autour de sa queue. Ça reste la question aussi dans ce qui peut avoir un peu de mal à fonctionner sur le. Mais un chien qui tourne autour de sa queue, la punition, ça peut pas marcher des masses non plus. Hein. Bah ouais, après c'est à envisager selon la situation. Mais parce qu'en principe, c'est voilà, un chien qui tourne autour de la queue, c'est une stéréotypie, donc c'est souvent quand même un problème dans l'activité du chien. Il faut une activité parasite pour se défouler. Et puis après, bah, t'as aussi les chiens tourneurs, quoi. Donc là, c'est même pas une question d'éducation, quoi. Ouais. Non, c'est sûr. Et puis sur du coup ces petites définitions, alors positif, coercitif, blablabla, est-ce que tu as ton point de vue un peu là-dessus? Qu'est-ce qu'on range dans quelle case et comment on s'en sort de ce bazar-là? Déjà, je trouve que le nom méthode positive, c'est pas bon, puisque aux dernières nouvelles, une baffe dans la tronche du chien, c'est une punition positive. Ouais. Je pense pas qu'on le range dans les méthodes positives et amicales. Voilà. Donc c'est encore une fois, on a un mélange entre des termes qui sont scientifiques, des termes qui ne le sont pas, puisque quelque chose de positif dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose d'agréable, et c'est ça qui est transmis dans l'idée de méthode positive et amicale. Mais voilà, après, si on veut parler au niveau éthologie, ce que j'essaye de faire, bah forcément, c'est un terme qui me tique un petit peu. Et après, au niveau des méthodes coercitives, je dirais que malheureusement, c'est un outil. C'est un outil comme un autre, qui peut faire des gros dégâts, donc à manier avec parcimonie. Mais voilà, ça reste une méthode, quoi. Après, bon, à partir du moment où je considère personnellement que n'importe quelle méthode va marcher sur 80% des chiens et rater sur 20% des chiens, tant qu'à faire, je préfère commencer par du cool, quoi. Ouais. Et c'est vraiment quand je suis en échec que peut-être je vais partir vers un peu de coercitif. Ok. Parce que moi, je suis assez, comment dire, je sais pas si on peut dire déçu ou en tout cas, bon, j'ai pas de mots pour traduire l'émotion là tout de suite. De voir des éducateurs qui donc revendiquent appartenir à de la méthode positive, et c'est là où on a un problème de définition, et qui utilisent pourtant du renforcement négatif ou même de la punition positive parfois, etc. On va lancer des canettes de coca plein de cailloux dans les pattes du chien. Ouais, alors bon, c'est positif, il y a un problème, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis même sur par exemple du travail de marche en laisse, où on va venir travailler en renforcement négatif sur de la tension de laisse qui se relâche quand le chien revient, etc. Où on applique la tension de laisse et quand le chien se déplace là où on veut, on relâche et tout ça. Ça reste dans la théorie du renforcement négatif dans cette situation-là. Parfois, l'utilisation de punitions positives sur voilà, le coup de la boîte de canettes, des trucs à air comprimé, citronnelle, machin, etc. par exemple, pour trouver des petites alternatives. Ça reste sur la théorie de la punition positive. Donc, est-ce qu'on peut pas ranger derrière méthode positive finalement? Moi, le mot ne me plaît pas non plus parce qu'au niveau de l'éthologie, ça correspond pas. Donc, ça me dérange de ce point de vue-là. Mais finalement, prioriser tout ce qui va être R+, P-, évidemment, dans une première approche, pour ensuite, si recours à R-, P+, des choses qui se fassent sans violence, ni... de toute façon, il faut fuir la douleur chez l'animal, quoi. C'est ça. Il n'y a pas d'intérêt à faire mal à un animal n'apprend jamais dans la douleur. Exactement. Donc trouver le curseur d'intensité dans ce qu'on va proposer aux chiens, si on a besoin d'avoir recours à ces stimulations-là, évidemment, hein, sachant que c'est pas obligatoire du tout, à trouver quelque chose non violent et sans douleur. Et ça se fait. Et après, on peut partir sur le côté douleur psychologique, sur la canette ou ce genre de choses qui peuvent, même si c'est pas de la douleur physique, ils peuvent marquer un peu le chien. Ça reste un curseur à positionner. Et je pense qu'on a un peu de mal, enfin en tout cas dans cet univers-là, on a un peu de mal à voir toutes les palettes disponibles, et y compris toutes les palettes disponibles aussi avec d'autres outils qu'on penserait pas. Notamment, je reviens à ce collier électrique là, on pourra peut-être en discuter un petit peu plus tard. Ouais. Voilà pour ce truc-là. Ok, ben écoute, comportement auto-renforçateur, ouais. La déviation, ok, faut trouver quelque chose qui fonctionne. L'anticipation à fond, évidemment. Mais voilà. 4 cadrans, comment trouver le juste milieu, Frédéric? Eh ben ça c'est le boulot de toute une vie, ça. Et puis c'est jamais la même chose de toute façon. Donc. Les cadrans ils sont aux mêmes endroits, mais et en fait. On passe de l'un à l'autre.
c'est ça, et dans les cases, c'est jamais la même chose non plus, hein, parce que l'exemple... Ce qui peut être un renforcement positif pour un chien peut être une punition positive pour l'autre. Exactement, sur de la caresse, c'est notable. Ouais. C'est le plus gros truc pour moi qui rappelle ce truc-là, c'est que toutes ces histoires de cadran, de renforcement, punition, machin, enfin autant le positif, négatif, c'est plutôt de notre ressort, mais sur le côté renforcement, punition, c'est de la vision du chien. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ouais, et c'est ce que tu disais par rapport justement à cette confusion P+, P-. Ouais. C'est ce qui est important, c'est le point de vue du chien, pas le point de vue de la personne qui fait le truc, quoi. D'accord, ok. Non, Ok, là je comprends mieux du coup. Voilà. Ouais, là c'est bon, ça a connecté. Là je le pige. Et du coup, voilà. Alors après, est-ce qu'on pourrait, je sais pas si tu veux bosser là-dessus, non, je vais te donner du boulot, non mais avoir une stimulation qui est au préalable P+, et qu'on arrive à conditionner en R+, ça pourrait être, je sais pas dans quelle mesure. J'ai zappé un truc. Je sais pas. En R+. Ouais. Quelque chose mais c'est ce qu'on peut faire sur du contre-conditionnement, finalement. Oui. C'est ce qui arrive sur du contre-conditionnement, ouais. Donc on s'y retrouve. Puisque t'as la caresse, voilà, clairement, un chien qui est craintif, qui sait se faire toucher. Le but du jeu, c'est de trouver quelque chose qui lui plaît, et petit à petit changer la valeur de. Ah ouais, ok. Ouais, de la caresse, quoi. C'est ok. Super. Alors, question éthologie 4, troisième point abordé. Ça fait un peu liste de courses, mais tu l'avais mentionné dans une de tes vidéos, donc je suis pas un peu fier d'utiliser ce truc-là. Non. Non, mais voilà, c'est pour voir de ce qu'on parle. Donc, 9 minutes 20, cette fois, sur le question éthologie numéro 4, sur les comportements superstitieux. Alors ça, pour replacer un peu le contexte, ça va être issu du conditionnement opérant. Donc le chien fait une action où il se passe quelque chose dans le monde, et en fait nous en général on va avoir tendance à vouloir l'associer cette chose-là à quelque chose en particulier que le chien a fait, mais le chien peut l'associer à complètement autre chose. Alors pour trouver un exemple, j'en ai un bon si tu veux. Il y en a plein, vas-y, il y en a plein, j'en ai aussi. Ouais, alors avec les chiens agressifs congénères, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est relativement vite emmener le chien travailler dans le centre-ville de Montpellier pour croiser un peu du copain, quoi. Et régulièrement, donc moi ce que je fais, c'est que j'arrive et je vois un autre chien à 80 mètres, directement je félicite à fond, je récompense le toutou avec lequel je suis. Et très souvent les gens sont surpris, ils disent mais pourquoi tu le récompenses, il n'a pas aboyé. Oui, c'est un peu pour ça que tu me payes. Et en fait, les gens, ce qu'ils vont avoir tendance à faire, c'est pousser le chien à la faute. Et dès que le chien boit, on va donner un coup de sonnette, donc une secousse dans la laisse, ramener le chien, je vais lui dire non, vers une grosse punition positive. Et puis, on va lui demander de s'asseoir, par exemple. Et dès que le chien va s'asseoir, on va le récompenser. Et il y a un nombre incroyable de chiens qui comprennent qu'en fait, quand on croise un chien, il faut agresser. C'est pour ça qu'on donne une saucisse derrière. Voilà. Parce qu'en fait, on récompense trop tôt après l'agression. Le chien comprend que quand je m'approche d'un chien, il se passe rien, mais quand j'aboie, je ne me récompense. Je vais aboyer après le chien, quoi. Ouais. Alors, donc ça déclenche un comportement superstitieux, dans le sens où le chien croit qu'il me récompense pour quelque chose qui n'est pas ce pour quoi on le récompense. Et cette notion-là que tu expliques, c'est hyper intéressant parce que c'est ce qui peut se passer, moi je trouve, sur de la déviation, en fait. Également, pareil. Donc si on reprend le coup du chien qui tourne autour de sa queue, comportement auto-renforçateur juste d'avant là, s'il apparaît un Kong avec des friandises, un jouet particulier qu'il aime bien, une activité à faire ou n'importe quoi, ça peut aussi y avoir cette association là. Et d'ailleurs, finalement, je viens de réaliser qu'en fait, c'est pas forcément des bons exemples de comportement superstitieux. En fait, le meilleur comportement superstitieux, c'est plutôt le facteur. T'en penses quoi? Le chien qui va aboyer après du facteur et qui croit que le facteur part parce qu'il a aboyé. Ouais, ça peut être ça, ouais. Parce que finalement, ce qu'on décrit là avec soit la distraction ou avec la friandise après, c'est plus simplement une erreur de timing dans le renforcement. Le chien a raison, il a eu une friandise parce qu'il a aboyé. Ou il a eu la balle parce qu'il a aboyé. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et si la récompense vient avant qu'il déclenche le comportement, évidemment que là c'est bon timing et on est ok, le chien apprend par anticipation, parce que nous on anticipe ce truc-là. Comportement superstitieux, alors moi je peux avoir aussi par exemple, on se promène, on se balade en liberté par exemple,
Et je sors ton outil préféré qui est le collier électronique, n'est-ce pas? Non, Ouais, collier électrique, pardon. Et du coup, c'est parti, on se promène, on s'imagine, hein. Faut pas le faire en vrai, mais on s'imagine. Et à n'importe quel moment, on déclenche une stimulation au collier. Alors que ça soit une décharge, un vibreur, un bip, on s'en fiche pour le moment, on en reviendra justement après. On déclenche une décharge, une stimulation en fait. Et donc là, il peut se passer plein de choses pour le chien. Soit il était en train de faire un truc, genre gratter quelque part, ou partir chasser, si on veut travailler son rappel à la chasse d'une certaine manière, ou n'importe quoi. Il peut associer cette stimulation à cette action-là, mais il peut l'associer aussi à l'arbre à laquelle il se trouvait à côté, au banc qu'il y a plus loin là-bas où il y a des gens qui sont assis et qui le regardent à ce moment-là. Il peut l'associer à l'autre chien qui est super loin là-bas et qui regardait à ce moment-là. Il peut l'associer en fait à tout un tas de choses. Et les comportements superstitieux dans ce sens-là, c'est nous on a une envie, c'est qu'il associe la stimulation avec un départ à la chasse ou n'importe quoi qu'on veut, et il fait pas ça, il l'associe à autre chose. Et l'exemple des pigeons dans la boîte que vous retrouverez dans la vidéo 9 minutes 20, c'est un très bon exemple de voir que les pigeons en fait croient qu'ils font un comportement et que c'est ça qui leur produit la récompense, alors que pas du tout. Et ça marche pareil sur de la punition aussi. Nous on a ça chez l'humain avec le coup des passer sous une échelle, par exemple, le chat noir ou ce genre de choses. En fait, ces histoires de superstition, ça peut en faire partie. Voilà, sur l'humain, ça peut se traduire un petit peu comme ça. Et donc voilà, ce qu'il faut penser, c'est bien être à l'aise avec le fait de qu'est-ce qu'on veut associer et est-ce que le chien l'associe correctement ou est-ce qu'il l'associe à autre chose. Et ça peut arriver pour des raisons de timing ou des raisons de superstition, quoi, qu'il le fasse avec autre chose. Petite réflexion que je me suis faite il y a un moment quand j'avais commencé à aborder cette notion-là. Est-ce qu'on peut pas l'utiliser d'une certaine manière dans l'éducation du chien pour faire en sorte que le chien n'associe pas une conséquence à nous, mais à un objet ou à quelque chose de différent. À savoir, alors encore une fois, c'est une proposition d'une manière d'aborder les choses. Je dis pas que c'est cette manière-là qu'il faut travailler les choses, évidemment. C'est beaucoup plus large, mais si on se concentre sur l'expérience de pensée de ça, mon chien saute sur la table, imaginons. Et il y en a qui peuvent conseiller c'est ce qu'on va être piéger la table en fait, principalement. Ouais. Donc ça va être sur des canettes reliées à une ficelle que le chien fait tomber quand il met les pattes sur la table. Ça peut être du détecteur de mouvement avec un pchit à air comprimé. Ouais. Ça peut être fait avec un collier qui se déclenche à distance. Enfin voilà, il y a des tas de manières de le faire. Et là j'ai l'impression que ce qu'on cherche aussi, c'est que le chien, lorsqu'il va interagir avec cette table, c'est pas nous qui allons déclencher la punition positive, mais c'est la table en elle-même. Ouais, moi j'ai pas spécialement de souci avec ça parce que au moins l'association n'est pas faite avec le maître, donc on ne perd pas la valeur du maître du chien. Il va recevoir une punition, il avait associé l'endroit à quelque chose de désagréable, et bon on vit pas dans un monde de bisounours, il y a des choses qui peuvent être dangereuses. Ça ne me dérange pas plus que ça. Après, tout dépend encore une fois, il y a piège et piège, quoi. Oui, bien sûr. On peut mettre justement un petit spray qui balance de l'air et balancer le choc électrique puissance maximum, quoi. Non, c'est clair. C'est clair, mais dans l'idée, il faut se dire que c'est pas parce que c'est nous qui mettons l'objet ou qui appuyons sur le bouton ou qui mettons en place ce truc-là. Si le chien l'associe à l'objet, on se sort de l'équation et on dégrade pas notre relation à nous avec le chien. Par contre, le chien peut dégrader sa relation à l'environnement et se mettre à avoir peur des tables ou à avoir, enfin voilà, ça peut arriver. C'est ça, il y a ça aussi. On peut déclencher, si justement c'est un gros choc, on peut me déclencher à tout ce qui est autour. C'est pas seulement la table, mais la pièce carrément. Enfin, exactement. Et en fait, aussi, quoi. J'y ai repensé encore aujourd'hui, même, n'est-ce pas? Parce que finalement, ça, je trouve pas que ça soit une superstition. Parce que nous, notre objectif, c'est qu'il associe la table avec la punition positive si on travaille de cette manière-là. C'est une superstition, il a raison, la table est pas cool. C'est ça, ouais. La superstition serait de l'associer avec le vase à côté, le meuble, l'autre machin, ou la pièce, comme on disait. Donc, en fait, les superstitions, c'est jamais bon. C'est à partir du moment où nous, on a un objectif d'associer telle chose avec telle chose. Une superstition, c'est jamais qu'un conditionnement qu'on ne contrôle pas. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Donc, en fait, c'est jamais bon. Super, je suis bien content d'avoir précisé ce petit truc là dans ma tête. Épisode numéro 5.
On y arrive. Sur la valence des renforçateurs, donc pour introduire un petit peu le sujet, valence, on va le rapprocher de valeur en fait, hein, quelle valeur a ça, et renforçateur, c'est tout ce qui est récompense et punition. Et donc, enfin, tu abordes dans cette vidéo-là les notions de quelle valeur pour chaque récompense et chaque punition, avec toute une palette qui est disponible, et tu précises tout ce sujet-là. Au travers de cette vidéo, tu précises bien, et tu avais l'air un petit peu chagriné, enfin en tout cas ça te tenait à cœur, de préciser que ne pas mettre les mots d'inné et d'acquis à toutes les sauces. Ouais, parce que en fait, les comportements innés, c'est quelque chose qui est particulier. C'est-à-dire que l'animal, a priori, sur un comportement inné, il peut n'avoir jamais vu un seul de ses congénères. Présenté à une situation particulière, l'animal va quand même avoir le comportement, avec un comportement inné. Et il y a beaucoup de choses qui sont finalement issues d'apprentissage, différents types d'apprentissage, pas simplement des conditionnements. Que les gens appellent des comportements innés, alors que non, c'est acquis, quoi. C'est un apprentissage. C'est acquis. Voilà. En principe, en éthologie, plutôt que de parler de comportements innés, même si ça se fait, hein, on va plutôt parler des patrons moteurs. C'est-à-dire d'une action, effectivement, l'animal se trouve dans cette situation, il va forcément avoir le comportement. Donc l'exemple type avec le chien, c'est la salive chez Pavlov. Le chien qui voit la nourriture, il va déclencher de la salivation, hein. Cela dit, c'est la même chose chez l'humain, on ne peut pas le contrôler. Mais il y a des trucs des fois qui sont un peu plus rigolos chez d'autres animaux. Je pense par exemple aux oies. On prend une oie qui est en train de couver ses œufs. Si vous mettez un œuf devant elle, elle va mettre son bec sur l'œuf et elle va le ramener sous elle. Et ce qui est très rigolo, c'est que si on attache une ficelle à l'œuf et que quand elle est en train de mettre le bec dessus, on retire l'œuf en tirant sur la ficelle, elle va quand même continuer le geste jusqu'au bout. D'accord. Voilà, c'est un patron moteur fixe. C'est-à-dire qu'une fois que ça a commencé, c'est obligé d'aller à la fin, ce genre de comportement. Ok. Donc c'est pour ça que je me méfie avec les termes d'inné et acquis. Bon, il y aura forcément une vidéo qui sortira sur ça, un de ces quatre sur la chaîne. Vu mon rythme de publication, peut-être d'ici 5 à 10 ans, mais voilà, c'est prévu. Mais c'est un truc qui est plus complexe qu'il n'y paraît. Et moi, ce que j'aime bien dire par rapport au comportement acquis, avec inné et acquis, c'est qu'en fait, tous les comportements qu'un chien peut avoir, c'est des comportements qui sont acquis, dans les limites, finalement, de ce que permettent les comportements innés et la génétique. D'accord, ok. En gros, il va pouvoir développer tout un tas de comportements, acquérir tout un tas de comportements, mais il va y avoir une limite qui est fixée par l'inné et les capacités intrinsèques de l'animal, quoi. D'accord. Par exemple, un chien peut apprendre à reconnaître énormément de mots, plus de 1500 mots. C'est pas pour autant qu'il arrivera à parler. Et il peut pas. Il n'y a pas la mécanique derrière, quoi. Ok. J'ai l'impression qu'il y a le chat qui bug, non? Ouais, exactement. Mon chat s'est coupé, donc je suis obligé de prendre le retour uniquement sur Facebook pour le coup. Si tu veux avoir un retour YouTube aussi, tu peux. Ça s'est coupé comme ça. Voilà, faut que je règle ce truc-là pour les prochaines fois. Moi, j'ai le retour Facebook et retour YouTube aussi en direct. Enfin, sur un retour. Il y a aussi un sujet là-dedans. Alors moi, c'est quelque chose que cette différence d'inné et d'acquis. Alors je connais les définitions comme on les pressent un peu, comme on les ressent. Voilà, inné, on a un peu une vague idée de ce que c'est, et acquis, on a aussi une vague idée de ce que c'est. Est-ce que, parce que j'avais lu 2-3 trucs comme ça sur l'humain, notamment, tout ce qui va concerner ce qu'on appelle l'épigénétique, donc qui va en gros être le transfert ou l'apprentissage, enfin des comportements acquis qui vont se transmettre, basculer plutôt vers l'inné, je l'explique très mal, mais qui vont se transmettre à la descendance peut-être, des comportements acquis qui vont se transmettre à la descendance. L'épigénétique, et tu es là pour très compliqué tout et préciser. Très galvaudé. D'accord. On entend des trucs de fou maintenant avec l'épigénétique. Tu peux trouver des vidéos sur YouTube qui vont te dire vous pouvez changer la couleur de vos yeux avec l'épigénétique. Oui. Dingue, quoi. Donc l'épigénétique, c'est très simple. En fait, très simple. On a toutes nos protéines qui façonnent notre organisme, qui façonnent nos cellules, qui sont codées par l'ADN. On a de l'ADN, il y a des petites machines qui viennent, qui vont traduire ça et qui vont permettre de transformer une information qui est codée sous forme d'ADN en une protéine, une molécule qui va pouvoir aller se dispatcher quelque part sur l'individu.
Le problème, c'est que la petite machine qui va traduire l'ADN, elle est influencée par l'environnement de la cellule. Et il y a certaines choses, certains événements dans la vie d'un animal, notamment le stress, qui peut créer des molécules, notamment qu'on appelle des histones, qui vont venir un peu saboter le travail de la machine qui est en train de traduire l'ADN. Et qui peut soit lui faire produire plus de protéines d'un type, soit moins de protéines d'un type. Donc pour l'instant, au niveau de l'épigénétique, ce qui a vraiment été démontré, c'est plutôt justement une transmission de caractère stressé. C'est-à-dire que, par exemple, une femelle stressée va transmettre ce stress à ses petits, à sa descendance. Mais ça ne modifie pas pour autant, il y a des fois des modifications, mais en principe ça ne modifie pas pour autant la valeur de l'information qui est dans le gène en fait. Okay. Ça modifie son expression, mais ça modifie pas forcément le... D'accord. Ouais, je vois. Ah bah à la base j'ai dit, hein, oui. L'éthologie c'est... Ah tiens, ouais, je suis flou. C'est un peu flou, ouais. C'est mise au point. Ah, c'est revenu. C'est bon. C'est nickel. Oui, je donne un cours de bio parce que l'éthologie, c'est de la biologie à 80%, donc je suis passé sur une licence de biologie. C'est ce qu'il faut pour préciser, parce que quand t'as vu comment j'ai essayé de l'exprimer, tu te dis heureusement qu'il y a des gars comme toi pour l'expliquer un peu plus biologiquement. Ouais, non, enfin là, je l'explique à l'arrache. Hein. Ouais, bien sûr. Mais voilà, en gros, c'est surtout les caractères de stress, mais ça n'a pas forcément modifié vraiment le gène dedans. C'est-à-dire que si jamais tu arrives par du travail pendant 2-3 générations à calmer les individus à ce qu'ils soient moins stressés, la 4e génération, quand ils vont naître, ils ne seront pas du tout stressés. Ils n'ont pas hérité des caractères de stress de l'animal qui était stressé à la base, en fait. D'accord. Donc ça ne modifie pas l'expression du gène. Par contre, l'épigénétique, effectivement, va agir... Enfin, si, pardon. L'épigénétique n'a pas influencé sur le gène en lui-même, mais va modifier son expression. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir, des fois, dans des élevages, des lignées qui sont supposément extraordinaires, et avec le travail d'un éleveur qui est pourri, qui fait un travail de ferme intensive, et qui bosse pas du tout sur le comportement de ses animaux, malgré une lignée qui génétiquement est censée être top, on a des chiots qui sont stressés, flippés de tout dès la naissance. Quoi. Voilà. D'accord. C'est vrai que cette distinction expression des gènes et par rapport vraiment aux gènes, je l'avais pas du tout. Et c'est une distinction qui est importante. Ouais. Et alors après, il y a Jean-Pierre qui demande la différence entre un chien d'exposition et un chien de travail dans la même race. Alors ça dépend déjà, c'est issu de beaucoup d'apprentissage, mais après, dans la même race, par exemple le berger allemand, on a des lignées de beauté, des lignées de travail. Et là, on a carrément vraiment un travail sur la génétique des individus. Quoi. Un BA de travail, un BA d'exposition. Déjà, d'apparence, ça se ressemble pas, et au niveau tempérament, c'est pareil. Quoi. Il y a aussi Ghislaine qui nous posait la question, et le chat est revenu du coup, hein, donc n'hésitez pas à vous lâcher, c'est super. Qui donc, sur le côté inné, donc courir après quelque chose qui bouge au loin égale comportement inné. C'est un comportement de prédation, donc oui. Je pense que ça peut faire partie des comportements innés. Par contre, la stratégie de chasse, de comment attraper l'animal, de comment attraper la proie, c'est en partie de l'acquis, en grande partie de l'acquis. Ok. Il suffit de voir un chaton par exemple qui court après une proie, il va mettre les pattes dessus, il ne sait pas s'il doit mettre la gueule ou pas, et c'est petit à petit qu'il développe ce comportement. Il y a un instinct de poursuite, après toute la séquence de mise à mort et d'attraper, c'est en partie issu de l'acquis. Ta poursuite, c'est très compliqué comme. Ta poursuite avec le chat t'a fait rendre flou, mais là c'est bon, t'es revenu. Ah. C'était la mise au point. L'autofocus qui déconne. Exactement. Ok, et puis je pense aussi que si on devait résumer un peu l'histoire, c'est que ça reste un mélange d'un petit peu tout, et que même si de lignée on a un chien qui a une forte prédation et qu'on veut l'inhiber, on y arrivera dans une certaine mesure avec les apprentissages, mais voilà, ça reste une histoire de balance, d'équilibre et de modification aussi à faire. Les deux s'imbriquent. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Les deux jouent, s'échangent, se mêlent, etc. quoi. C'est pas, voilà. Ça évite aussi un petit côté fataliste du mon chien il est comme ça et on peut rien y faire. Mais ça peut arriver, mais voilà, on peut quand même jouer sur pas mal de tableaux. Super, merci pour cette petite précision, et le petit cours de bio a été apprécié sur l'épigénétique, c'était plutôt chouette de remettre ces notions-là. Pareil, question éthologie numéro 5, 7 minutes 20. 7 minutes 20 secondes, valence des renforçateurs toujours. Le cas du clicker. Alors le clicker, on l'a expliqué un tout petit peu avant, donc globalement on part d'un stimulus neutre qui est le clic du clicker.
plus qu'on va associer derrière avec une récompense la plupart du temps, pour que le chien, quand l'association sera fait avec de l'entraînement, reconnaisse ce son-là et sache que ça soit signal de une récompense va tomber. Dans la vidéo, tu dis que donc c'est l'association stimulus neutre plus stimulus inconditionnel donne une réponse inconditionnelle. Allez voir la vidéo, ça sera plus clair. Pour après entraînement, on aura stimulus neutre qui devient un stimulus conditionnel, à savoir la bouffe va tomber. Tu dis après par la suite qu'on préfère utiliser le clicker comme un marqueur. Ouais, alors à ce moment-là, je commence à faire la transition. Je te laisse juste dérouler ma pensée. Pour moi, l'utilisation d'un marqueur, c'est exactement ce principe-là. Après, peut-être que tu vas porter des définitions ou que c'est par un souci de clarté que tu as simplifié comme ça, je sais pas. Je laisse. Non, ce cas, c'est qu'en fait, au moment où j'en parle dans la vidéo, c'est que je suis en train de parler également des renforçateurs secondaires. D'accord. Voilà. Donc, un renforçateur secondaire, bon, déjà, il faut expliquer ce que c'est qu'un renforçateur primaire. Donc, un renforçateur primaire, c'est quelque chose qui va modifier le comportement de votre chien, mais de façon, pour le coup, quasi systématique. Par exemple, il y a très peu de chiens pour qui la friandise, une récompense alimentaire, ne sera pas perçue comme une récompense, quoi. Voilà. Pareil, la plupart des chiens sont quand même attirés par le social, par l'interaction avec l'humain, la caresse, pas partir dans les cas particuliers des chiens craintifs, des chiens traumatisés et tout, hein, je parle vraiment en règle générale. Donc on a tout ça qui fait partie des renforçateurs primaires. Un renforçateur secondaire, c'est quelque chose qui à la base n'a pas forcément de sens pour notre chien, mais qu'on va associer à un renforçateur primaire. Donc par exemple, quand on dit à notre chien « Oui, c'est super !» et qu'on tape dans les mains, bon, il peut y avoir un intérêt pour la voix aiguë, comme on a dit plus tôt, mais là où le chien va être content et éprouver une sensation de plaisir à cette vocalise et à cette gestuelle, c'est parce qu'on l'associe après à des câlins, à de la friandise, à du jeu, à des trucs qui vont l'éclater. À la base, ça n'a pas spécialement de valeur. Le clic, la chasse acquiert aussi pour midi avec l'adulte, tout à fait, et la chasse, c'est un comportement donc acquis. Donc je disais, je sais plus. Tu disais, la récompense n'a de valeur, enfin transfert. Le clicker, à la base, la façon dont on associe le clic et la friandise, c'est exactement le protocole qu'on mettrait pour un renforçateur secondaire. Sauf que un renforçateur secondaire, ça veut dire qu'on peut l'utiliser après sans le renforçateur primaire, parce qu'il va créer en fait une sensation chez l'animal. D'accord, ok. Et d'ailleurs, si tu bosses au clic, tu as déjà vu, quand tu cliques, le chien est tout content, quoi. Ouais, bien sûr. Et le problème, c'est que si on continue à associer ne pas justement associer un renforçateur secondaire avec son renforçateur primaire, dans beaucoup de cas, le renforçateur secondaire va perdre de sa valeur. Donc c'est pour ça que le clicker, on parle plus de marqueur, parce que systématiquement, quand il y a un clic, il y a forcément la récompense qui tombe derrière. Voilà. Alors des fois, je vois des gens qui utilisent le clic en faisant un clic et puis une friandise, puis le coup d'après c'est un clic, une caresse, et puis après c'est 2, 3, 5 clics d'affilée. Non, normalement le clic, si on l'utilise vraiment comme un marqueur, on est en train de faire un jeu avec le chien. Les règles du jeu, c'est que tu me fais cliquer, je te donne une récompense alimentaire. On ne change pas les règles du jeu en cours de route, quoi. Ça reste un marqueur. Et pas un renforçateur secondaire. D'accord. Parce que derrière, après on peut partir sur la valence des renforçateurs. Pour le coup, on peut espacer de la friandise ou varier les intensités de valeur pour la motivation du chien, etc. pour entretenir justement cette valeur du clicker. Mais à ce compte-là, voilà. Mais c'est vrai que s'il y a plus de renforçateur primaire pendant un certain moment, le conditionnement, l'association s'éteint petit à petit et ça redevient un stimulus neutre, comme tu le dis. Ouais, d'accord. J'avais pas forcément cette différence que le renforçateur secondaire était. Un marqueur, ça prévient qu'il va y avoir ça derrière. Tu vas au casino, si la machine s'illumine de partout, jackpot qui tourne en gros, le directeur du casino qui vient de serrer la main de féliciter, et que tout le monde se barre et qu'on ne donne même pas 1 euro ou un coca, tu vas être un peu déboussolé si tu veux. Parce que bon, c'est un marqueur de succès et que tu as gagné, et voilà. Donc un renforçateur secondaire, ça sera plutôt, par exemple, je sais pas, les notes qu'on peut avoir au collège, je dirais, c'est un renforçateur secondaire. Parce qu'on sait que si on a des bonnes notes, nos parents seront fiers de nous, on va avoir un super cadeau, et puis finalement, en grandissant, la bonne note est un renforçateur en soi.
parce qu'on sait qu'on a fait quelque chose de bien. Et D'accord, ok. ouais, c'est resté un renforçateur secondaire à forte valeur, quoi. Ouais. Ok, ça marche. Ouais, C'est cette ça. distinction-là était. Ok, j'étais assez très clair avec la notion de marqueur, mais c'est plus sur le renforçateur secondaire en fait, où il y avait ce truc-là en moins. Ouais, ça marche. Le clic à terme, c'est pour l'utiliser comme récompense sans friandise, non? Ah Me non. dit Jean-Pierre. Eh ben oui, mais non. Ah non, non, non. Euh, Le clic à terme, c'est de pouvoir féliciter ton chien sans le clic. Voilà. C'est-à-dire qu'au début, tu fais comprendre à ton chien que telle situation déclenche clic friandise. Et puis une fois qu'il sait bien le faire, ça sera de temps en temps clic friandise, effectivement, mais de temps en temps, ça sera une félicitation vocale et des câlins, une félicitation vocale et de la friandise. Mais normalement, le clic, on n'est pas censé le dissocier de la récompense alimentaire. et même ce que tu disais tout à l'heure sur des variations de récompense. Comme tu disais, un coup ça peut être une friandise, un coup un jouet, un coup une caresse, un Alors coup voilà, quelque chose. après c'est encore un cas Qu'est-ce particulier, que... hein. Je reste vraiment dans la grande généralité quand je dis que le clic c'est la récompense alimentaire. Oui, bien sûr. Mais effectivement, si tu as un Qu'est-ce que... chien qui est pas gourmand du tout, mais qui est hyper câlin, tu pourrais travailler au clic caresse. Ouais, bien sûr. Ce que je veux Mais en dire, règle c'est... générale, et le protocole tel qu'il avait été fait à la base, c'était vraiment une récompense alimentaire. On se base sur un renforçateur primaire en fait. Ouais, c'est ce qui est le plus connu, hein, de toute manière, sur l'association à la récompense alimentaire. Mais qu'est-ce que c'est quoi ton point de vue sur l'association clicker avec plusieurs types de récompenses? Imaginons un chien qui soit également motivé friandise, jeu, caresse, contact social. Est-ce que tu trouves que ça a du sens de varier? Est-ce que tu préfères garder Pour moi, pas vraiment, une parce que seule chose? que je vais utiliser dans des apprentissages, pour commencer un apprentissage. Et pour le coup, la friandise, c'est vraiment ce qui est le plus rapide et ce qui amène à faire le moins d'erreurs possibles. Parce qu'une friandise, a priori, ça rentre que d'un côté dans le chien. Donc on peut pas faire de bêtises par rapport à la caresse, où le chien peut se croire qu'on approche de son collier, qu'on veut le bloquer. Et surtout par rapport au jeu. Le jeu, qu'est-ce que c'est lent comme récompense? Ouais, ben ouais. Quand tu jettes ta balle, que le chien aille la chercher, qu'il veut bien te la ramener, que tu la reprennes, que tu la ranges, qu'il décroche de la balle pour se remettre sur toi, c'est hyper long, quoi. C'est difficile à mettre en place, ouais, c'est vrai. Parce qu'il faut Donc, apprendre à jouer, tout ça, enfin, c'est vrai. En principe, je préférais travailler vraiment au clicker. Et par contre, la dernière répétition d'une séquence, bah, faire clic, friandise et un 14 juillet avec des grosses félicitations vocales, des gros câlins, rouler par terre avec le chien s'il kiffe ça, jouer avec lui. Mais voilà, en fait, je vais garder tout le reste comme étant le gros jackpot de la fin. Et le clic, c'est juste un jeu qu'on est en train de faire pour apprendre à faire un comportement. Et dès que tu as compris ce que j'attends de toi, Loulou, et bah là, c'est trop bien, tu as gagné le méga jackpot. Ouais. Et ce qui permet, à mon sens, de garder une valeur élevée sur les câlins, ouais. Mais les jeux et le reste. C'est plus par praticité de mise en place que les friandises, ça se distribue correctement, c'est facile à utiliser, c'est rapide, etc. Ça marche pour à peu près tous les chiens. Plus qu'une notion théorique, on va dire, de distinction. Oui et non, parce que tu as eu une étude qui était en, je sais plus si c'était 2014 ou 2016, où c'est une étude où ils se sont amusés à essayer de détruire le clicker, de dire que le clicker ne sert à rien. Et en fait, ils ont voulu montrer que ce qui était important dans l'apprentissage, c'était avant tout la valeur de la récompense. Et en fait, ils avaient donné à des chiens la patte. Si le chien donnait la patte, c'était clic friandise. Si le chien donnait, et un autre groupe, si le chien donnait la patte, c'était clic caresse. Et ben, les chiens qui bossaient à la friandise, en moyenne, ils donnaient la patte 30 à 40 fois. Les chiens qui bossaient à la caresse, c'était 10 à 15 fois. Voilà. Donc ils disaient, vous voyez, le clicker ne sert à rien, c'est juste la valeur de la récompense qui compte. Sauf qu'en fait, ce qu'ils ont juste montré, c'est que, bah oui, ils ont montré qu'il y a une différence de valeur entre une friandise et une caresse pour le chien, quoi. C'est tout. Mais pas que le clic ne sert à rien. Et donc, vu que, d'après cette expérience, donc le clic, enfin la friandise permet d'avoir le chien qui travaille plus longtemps, et une motivation qui est constante, alors que la caresse, ça descend plus vite. Ouais. Bah, vu qu'une sens de clicker, normalement, tu cliques quand même très souvent, bah, tant qu'à faire, autant garder ce qui a le plus de chances de garder ton chien motivé le plus longtemps possible, quoi. Non, ok, ouais, c'est clair. C'est clair. Je commence à fatiguer un petit peu, donc si je commence à pas être très clair, n'hésite pas à me reprendre. Hein. Ouais, il y a pas de souci. Il y a pas de souci. J'ai une autre petite notion d'ailleurs que j'avais déjà dit dans un live. C'est vis-à-vis de, alors pour la source, Robert Sapolsky. Si vous aimez, si vous comprenez l'anglais et que vous voulez taper des conférences du MIT, il me semble. Alors c'est pour les humains, lui pour les coups, et sur l'observation des singes.
qui notamment dans un de ses exposés montrait que c'est lorsqu'on avait conditionné correctement un marqueur, c'est au déclenchement du marqueur qu'il y avait le plus encore une fois, je suis pas précis dans mes mots, je n'ai pas fait de bio pour le coup, de molécules de plaisir qui s'activaient et qui se déclenchaient. Il y en avait plus pendant le marqueur que pendant le fait que le chien délivre la récompense. Et je crois que c'était avec David d'ailleurs, Yako Dogavik, que j'en discutais. Donc d'où l'importance aussi de marquer correctement, parce que le chien a plus de plaisir à entendre le clic qu'à manger sa récompense. Ouais, tout à fait. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'être précis là-dessus. Quand on bosse avec certains chiens, on voit qu'ils viennent prendre la friandise parce que ça fait partie du jeu, quoi. Mais que la grosse satisfaction qu'ils ont eue, c'était sur le clic. Ouais. Mais c'est le principe même, justement, d'un marqueur. C'est plus que tu sais que tu as gagné ton truc, t'as encore plus d'excitation. Il suffit de voir quelqu'un qui gagne une somme d'argent à la machine à sous, ou quelqu'un qui reçoit juste de l'argent comme ça. Ouais. C'est quand tu vois que la machine s'illumine de partout, que trop bien et tout, j'ai gagné. Il se passe un truc, quand on te donne directement, oui, t'es très content forcément, mais t'as pas ce sentiment de. Enfin, il y a le marqueur qui a permis d'anticiper l'arrivée de la récompense, quoi. Ouais. D'ailleurs, David qui nous dit qu'il y a une question d'état d'esprit aussi, que la friandise permet de garder constante. Effectivement, c'est ce que tu disais. C'est plus facile de gérer la manière de récompenser avec une friandise qu'avec du social ou du jeu, effectivement. Super, on peut enchaîner sur la notion suivante. Alors timing vidéo, donc ça reste encore la valence des renforçateurs, question d'éthologie vidéo 5. 8 minutes 49, le bip du collier élec. On y arrive. En gros, t'expliques rapidement, encore une fois, c'est sur du contenu vidéo qui est déjà de bonne qualité, donc on peut pas faire des conférences complètes là-dessus, donc obligé de vulgariser que sur le chien qui ne réagit pas, enfin sur un chien qui revient au bip, très souvent il a été, ou voire tout le temps, associé avec une décharge du collier sur un collier électrique. Et donc là on part du principe que le stimulus neutre correspond au bip, enfin le bip est un stimulus neutre plutôt dans ce sens-là, dans le sens où si on l'actionne, pas de réaction du chien ou très peu, et que du coup si ce chien-là qui ne réagissait pas au bip revient sur un rappel quand il est en train de pister ou courir après un truc ou n'importe quoi dans une situation d'excitation assez importante, c'est qu'il y a eu association. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais là où je voulais rappeler en notant ce point-là, c'est que sur certains chiens, le bip peut déjà être suffisamment considéré comme une stimulation importante pour être soit R- ou P+, selon comment on l'utilise, et être déjà suffisamment désagréable en fait pour le chien, pour ne pas avoir besoin, ne pas être considéré comme un stimulus neutre dans cette situation. Tout ça pour rappeler que le stimulus neutre, c'est du point de vue du chien, et que un chien, donc on va qualifier d'un petit peu, fougueux, assez insensible, ne va le considérer comme un stimulus neutre, tandis qu'un chien un peu plus sensible ou un peu plus sensible à ce truc-là va le considérer comme pas du tout un stimulus neutre. Et la question... Après, tu vois, c'est le nombre de fois où on entend aussi parler des gens que avant j'utilisais la canette, avant j'utilisais le bip, mais finalement ça marche plus maintenant. C'est clair. Parce qu'au début, oui, le chien était surpris, c'était un chien qui était un peu sensible à ce genre de stimulus, donc ça le faisait revenir. Petit à petit, il a vu que quand il y a ce bruit-là, il se passe rien, donc il n'y a pas besoin d'avoir peur, il va s'y être habitué. Ouais. Donc c'est pour ça que je reviens à l'idée qu'en principe, un chien qui vient vraiment systématiquement tout le temps au bip, c'est qu'en principe, il s'est pris un choc, quoi. Ouais. Après, je Frédéric qui réagit en disant qu'il faut déjà être formé au CE. Comme c'est que la plupart des gens, dès qu'ils ont un collier électrique, ils mettent directement puissance max et on fait la chouille le chien, quoi. Alors qu'effectivement, c'est quelque chose qui est censé être progressif et de voir à partir de quel seuil le chien sent qu'il y a un truc bizarre qui se passe et qu'il va revenir nous voir, quoi. Et donc voilà, bien pour remettre cette idée en place que est-ce que c'est un stimulus neutre ou pas, ça dépend du chien et ça dépend du stimulus. Et derrière, on peut avoir aussi cette situation, donc soit sur un stimulus que le chien ne considère pas comme neutre, donc bip du collier, bruit de la canette, peu importe n'importe quel stimulus, ça peut marcher au début et ça peut être, parce que c'est pas considéré comme un stimulus neutre, être suffisant pour éteindre un comportement. De la même manière qu'il y a des chiens mais c'est parce qu'ils ne le considèrent pas comme un stimulus neutre justement, hein. Donc il n'y a pas de débat là-dessus, mais en fait on peut avoir une transition, soit comme tu l'as expliqué, mon chien au début il s'arrêtait quand je faisais le bruit et maintenant il continue parce qu'il sait qu'il se passe rien après le bruit, et donc là on a une transition stimulus non neutre à stimulus neutre,
C'est-à-dire, au début, il réagissait, et puis par habitude, vu qu'il voit que ça se passe rien, en fait, il considère que c'est un stimulus neutre. Mais des fois, on peut avoir simplement le stimulus qui est non neutre, qui suffit à éteindre le comportement parfois. Et du coup, le chien ne se rendra pas compte que c'est en fait un stimulus neutre, parce qu'il le considérait comme un stimulus désagréable. Et justement, et là on rejoint ce que je disais, c'est que si le chien revient, c'est souvent que il a vécu ça plutôt comme une punition, hein. Et une punition n'apprend pas au chien ce qu'il doit faire. Donc ça va peut-être inhiber le comportement, mais ton chien ne saura pas pour autant ce qu'il doit faire à la place. Donc c'est important quand même de travailler la récompense aussi, la félicitation derrière, quoi. Ouais. Anne X qui nous dit que le CE, donc le collier électrique, est interdit dans beaucoup de pays. Je ne comprends pas pourquoi il ne l'est pas encore en France. Alors, on a un projet de loi là qui est sorti début du mois, enfin un projet de loi, non, des propositions qui proposent effectivement d'interdire. Ouais. Tu veux pas lui en mettre un au scooter qui passe dans... ouais, je disais qu'il y a... Non, c'est bon, on a entendu, t'en fais pas, c'était juste avant. Je pense qu'on fera une émission peut-être collier électrique. C'est un sujet assez important qui revient assez souvent, c'est assez emblématique dans ce truc-là. J'ai ma position là-dessus, donc il y a moyen qu'on en fasse une petite émission là-dessus, un peu spéciale, avec un invité qui maîtrise le sujet, soit toi si tu veux, enfin peu importe, mais pour avoir ton point de vue. Mais voilà, c'est un sujet assez large, beaucoup plus complexe que ce qu'on pense, et avec une approche qu'il faut être réfléchie et tout ça. Super, ce coup du bip, ça me paraît tout à fait clair. Tout à fait clair. Alors, on arrive bientôt à un dernier timing. 10 minutes 13 sur toujours la vidéo 5. C'est le coup des renforçateurs primaires et secondaires là-dessus. Donc, pour récapituler, tu l'as expliqué juste avant, un renforçateur primaire, ça va souvent être ce qui est intrinsèquement bon pour le chien, qu'il considère comme une récompense. Donc, souvent nourriture, contact social, ce genre de choses. Boire, par exemple, aussi, ça peut l'être, finalement. Et donc, tu dis que ça fonctionne selon la valeur que le chien donne au dit renforçateur. Donc, exemple, sur de la nourriture, tel chien, on va lui proposer friandises industrielles et fromage, il va préférer fromage. Ça sur beaucoup de chiens. C'est tout à fait vrai. Mais il ne faut pas oublier qu'à travers la valence des renforçateurs, il y a aussi l'humain qui intervient. Et donc la manière de délivrer la récompense, à travers le cadre qu'on met, que ce soit sur du marqueur ou tous les principes de communication qu'on va avoir avec le chien, comme on expliquait le marqueur ou la décharge de dopamine et tout ça se fait plus au niveau du marqueur que la récompense, et aussi dans la manière de délivrer la récompense, ça va avoir un grand rôle dans la valeur de cette récompense. Et j'y reviens très régulièrement d'ailleurs dans les émissions à chaque fois, si bien que fromage ou récompense industrielle, oui, le chien aura une préférence. Si il est dans un laboratoire, on lui propose les deux, qu'il n'y a aucun humain, aucune interaction, il va avoir une préférence, évidemment. Chaque chien a ses préférences, et globalement, on va plus être sur le fromage que sur la récompense industrielle. Mais il faut jamais oublier que c'est nous aussi, dans notre manière de délivrer cette récompense, et tout ce qu'on met autour, qui intervient dans la valeur de la récompense. Et je pense que si on faisait ce parallèle un peu, c'est encore une fois un peu expérience de pensée, quelqu'un qui donne un bout de fromage sans marqueur, sans rien, et de manière neutre, indifférente, on va dire, à côté de quelqu'un qui travaille avec son chien sur du marqueur, du mouvement après pour délivrer de la friandise, de l'état d'esprit en jouet, même la personne qui l'entraîne et un émotionnel motivant et tout ça, et ben sur ce chien-là, il va sûrement préférer la récompense industrielle au fromage, parce que l'association se fait à la fois par la récompense en elle-même, mais aussi la manière de le délivrer. Du coup, il y a plusieurs récompenses qui arrivent en même temps, quoi. Ouais. Bah, il y a du social, il y a de l'alimentaire, il y a éventuellement de l'auto-renforçateur si tu lances la croquette, il va courir après pour la choper. Enfin, ouais. Tu peux effectivement beaucoup moduler la valeur d'une récompense par ton comportement. Ouais. Et là, du coup, à partir du moment où il y a du social qui intervient, du déplacement ou du comportement, comme tu dis, quand on lance la croquette ou qu'on fait pister la croquette, il y a quoi qui donnait ce petit tips la dernière fois qui était sympa. Du coup, on bascule dans du secondaire pour toi ? C'est ça un peu l'idée ou pas forcément ? Non, ça reste du primaire. Le social, la poursuite, tout ça, c'est du primaire. Donc tu cumules plusieurs renforçateurs primaires en fait. D'accord, ok. Ouais. Donc c'est pour ça. Moi, tu vois, j'aime bien manger du fromage à raclette, j'aime bien manger de la charcuterie, mais en même temps, je mange encore plus, quoi. C'est tout. Ça marche. Je n'ai pas vu que je donnais des exemples à la noix. Ouais, ils sont compréhensibles, c'est ok. Voilà.
Et donc bien penser à cumuler, hein, pourquoi pas plusieurs renforçateurs primaires évidemment. Et secondaire aussi si ça éclate le chien. Hein. Et ouais, tout à fait, ouais. Mais pensez que c'est pas que quand on dit trouver une récompense que votre chien, qui convient à votre chien, qui motive votre chien. Oui, allez chercher la différente friandise, allez chercher ce qu'il aime lui en lui-même, mais allez chercher aussi vous, chez vous, dans votre manière de faire, dans votre manière de le délivrer, dans votre interaction avec le chien, votre état émotionnel à ce moment-là et tout. Il n'y a pas que le chien qui joue, hein. Il y a aussi nous, notre manière de faire. Et j'ai plus tendance à jouer sur cette manière-là, même si évidemment il faut choisir ce que le chien préfère dans ses friandises. Enfin voilà, une fois qu'on est passé sur... T'as une vidéo d'ailleurs sur les friandises que je vous invite à voir qui est assez chouette. Ok, petite dernière chose que je me suis notée. Après, tu pourras partir en freestyle si tu as des notions à aborder qui te plaisent. Ouais, pas non plus longtemps, mais... On posera si une petite question ou deux sur le chat. C'est sur un truc que ça m'arrive de voir aussi chez certains éducateurs, par exemple sur un entraînement au assis. Donc Kiki assis. Et t'as une invitation chez Ghislaine, paraît-il. Ouais, je vois ça. Elle fait un peu chaud pour le moment, mais la raquette en été, c'est compliqué. Ouais. Donc sur un entraînement de assis, par exemple, Fido assis, très bien, il le fait. Si on veut mettre un marqueur de récompense de continuation, donc on le récompense le chien, mais il continue l'action qu'il est en train de faire. On va dire c'est bien, ça va être notre marqueur pour cette situation-là. Qu'est-ce que tu penses que si on utilise, donc c'est bien, récompense, le chien il reste, très bien, et on utilise un mot pour le sortir par exemple. Moi, c'est pour moi la manière théorique la plus précise de le faire. Qu'est-ce que tu penses de répéter la commande quand le chien y est? Donc, Fido assis, il s'assoit, c'est bien assis. Et récompenser comme ça en réutilisant ce mot de marqueur. Alors le marqueur, tu parles de l'ordre. Oui, c'est ça, pardon, de répéter l'ordre après notre marqueur de récompense. C'est pas plus mal. Après, comme on a dit au début, il y a toujours la question de priorisation du stimulus. Donc pour ça qu'il faut quand même donner l'ordre avant, alors que très souvent les gens donnent l'ordre en même temps, ce qu'on disait au début. Ouais. Par contre, de le répéter après, le chien va comprendre que assis, je fais quoi? Récompense A, c'est que je fais quelque chose de bien. Moi je trouve que c'est pas plus mal effectivement de répéter encore derrière et de répéter aussi le marqueur de félicitation, bien sûr. Ok, moi je pensais dans ma vision que répéter le marqueur de récompense, très bien, il faut le faire à fond, mais répéter l'ordre, ça n'avait pas forcément de sens, parce que vu que le chat est déjà dans la position, et que sur le assis on passe de n'importe quel état, debout, couché, en train de courir ou n'importe quoi, sur les pattes en l'air, c'est le principe de base de la capture de... C'est le principe de base de la capture de comportement. C'est quand tu as un chien qui a du mal à se poser, tu profites du moment où il se pose tout seul pour aller faire un câlin, le féliciter, l'encourager, associer ce mot-là. Voilà. Après, il peut l'associer aussi bien au lieu qu'au comportement, mais avec la répétition, ça marchera également. Quand on parlait de priorisation du stimulus tout à l'heure, j'ai pas dit que ça empêchait l'association complètement, je dis que ça la retardait. Ouais, bien sûr. Si on a déjà fait ce qu'il fallait avant, même si ça n'augmente que de 10%. Ouais, je sais pas, moi dans ma théorie, ça n'a pas vraiment de sens de le répéter derrière. Le marqueur de récompense de continuation suffirait, et je vois pas d'intérêt en fait de répéter la commande quand le chien y est déjà. On apprend le mot, nous dit Yako. Ouais, je suis d'accord avec Yako. Ouais. Ok, ça marche, parce que pour moi le mot c'est justement de passer de n'importe quel statut à s'asseoir, et quand il est déjà assis, il n'y a pas ce côté d'apprentissage assis, par exemple geste qui va vers le haut pour l'aider et s'assoit. Il n'y a pas c'est moins efficace, mais cette anticipation du mouvement, etc. Mais après, à mon sens, ça va pas te perdre le chien non plus, de le faire. Oui, non, c'est. Il n'aura rien de plus, quoi. Ouais, bien sûr, c'est du détail. Et on pinaille, c'est sur du détail. C'est évidemment pas le plus important. Mais ok. Moi, je pensais que l'ordre était plutôt un appel à l'action. Oui, carrément, je suis d'accord. Et le fait de le répéter quand il y est, ça apporte rien. Ça dégrade pas forcément. Mais il n'y a pas de plus. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de bénéfice, on va dire, à ce truc-là. De mon point de vue. Mais peut-être que je changerai. Oui, non. Enfin, je pense que ça peut aider, mais que c'est pas le principal, effectivement. Ça marche. Faut-il dire toujours le nom du chien avant la commande? Écoute, comme elle dit, les avis sont partagés. Ouais. Alors,
il y a des fois, quand je sors des exemples en prenant l'humain comme exemple, j'ai peur qu'on me traite de faire de l'anthropomorphisme. Mais il y a une différence entre faire de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire de prêter à l'animal des comportements humains, et essayer de mettre l'humain à la place de l'animal. Ouais. Donc là, on va être vraiment pile poil dedans. C'est que moi, je suis en train de faire une soirée avec des amis. On est 5 ou 6 autour de la table. Si on me dit Maxime, passe le sel, passe-moi le sel, bah, Maxime, oui, qu'est-ce qu'il y a? On appelle, tu veux le sel, tiens, prends-le. Ok. Plus tard, dans la discussion, si on me dit juste passe-moi le sel, si on ne m'a pas parlé à moi, je ne vais même pas me retourner, quoi. Donc pour moi, un chien qui est distrait, qui n'est pas là, on va l'appeler et on va récupérer son attention grâce à son nom, et ensuite on va donner l'ordre. Par contre, si le chien est déjà focus avec nous, il n'y a pas besoin de répéter son nom 150 fois, quoi. Ouais. Hein, c'est pas OK Google, quoi. Le c'est pas OK Google, peut-être que je te le reprendrai parce que c'est. Y a pas de souci. J'aime bien. Ouais, je te rejoins là-dessus. Ouais, je fonctionne un peu de la même manière en fait. Hein. Et après, si t'as un chien qui est vraiment aux ébulons, qui se déconcentre sans arrêt, faut souvent répéter son nom, quoi. Moi, ça me choque pas, quoi. Ah ouais. Après, il faut aussi lui apprendre à rester un peu concentré, mais sur un chien qui débute, on va pouvoir dire le nom souvent avant. Ce qui compte, c'est de savoir quelle est la définition qu'on veut avoir derrière le nom du chien. Moi, souvent, ça va être fixe ton attention sur moi, donc que ce soit regard ou l'auditif, quoi, le fait d'écouter. Je regarde surtout ces deux critères-là, on va dire. À partir du moment où j'ai déjà ça, j'ai pas besoin de répéter son nom. Si je l'ai pas, je l'utilise. Je fonctionne comme ça. C'est ça. Après, là, pour le coup, c'est pas une question d'éthologie du tout. C'est vraiment une question de pratique de l'éducation canine et de comment on se positionne par rapport à l'attention qu'on va avoir du chien sur nous. Si on veut avoir un chien qui est tout le temps focus sur nous et qu'on arrive à l'avoir, pour le coup, donner le nom du chien avant, ça sert à rien. Par contre, si on veut avoir un chien justement qui vit un peu sa vie, un peu plus indépendant, faut lui dire quand on a besoin de lui, quoi. C'est tout. C'est sûr. Ça marche. Écoute, c'est une chouette émission. C'était très cool. Merci. Souvent, je laisse mes invités sur un petit dernier conseil, une bouteille à la mer. Si tu avais un truc à délivrer en particulier, est-ce qu'une idée pour guider un peu les gens sur quoi se pencher, etc. Sur quoi se pencher? Justement, vu que je sais que tu disais transmission aux générations futures, etc. Je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans ce métier d'éducateur canin. Parce que c'est clair qu'on fait un métier qui est génial. Enfin, tu fais une séance, tu te sens utile à chaque fois, tu aides les gens, tu aides les animaux, c'est top. Mais dès que les gens commencent à leur parler de formation, tout de suite, c'est « Oh mais j'ai pas le temps, oh mais j'ai pas l'argent ». Et juste que c'est important de se former pour faire ce métier. J'ai régulièrement avec ma compagne des discussions où elle me dit « Ouais, mais il n'y a pas besoin d'avoir fait tout ce que tu as fait pour être un bon éducateur canin » et j'en suis convaincu. Moi, j'ai voulu pousser le délire au niveau éthologie. Mais franchement, je regrette jamais les 8 ans que j'ai passé à étudier ça, quoi. Tous les outils, tout ce que j'ai pu apprendre en éthologie, et en biologie d'ailleurs, que ce soit directement lié au métier ou quelque chose d'indirect, par exemple apprendre ce que c'est que la démarche scientifique, apprendre à reconnaître une source de qualité, ou en tout cas, sans parler forcément de ressources de qualité, de parler d'une source, de savoir ce qu'elle peut valoir. Parce qu'on peut avoir quelqu'un, un éducateur canin qui a 30 ans de métier, qui va nous donner un conseil qui peut être très bon, mais qui n'est que de son avis. Et justement, donc, avoir cette approche par la formation, c'est important. C'est important de bien se former. Et quand je vois des gens qui me disent qu'ils ont fait 4 semaines de formation et que maintenant, ça y est, ils sont éducateurs canins, ils sont sur 2, ça me fait peur. Ça me fait peur pour eux parce que je me dis, ils vont décevoir des clients, ils vont sur une mauvaise réputation très vite et ça va être une catastrophe. Mais ça m'inquiète également pour les chiens qui vont voir et les maîtres qui vont peut-être mettre dans des situations de danger. On fait un métier quand même où on peut se retrouver face à des situations qui sont dangereuses, où il peut y avoir un risque soit de morsure grave, voire même de mort. Hein. Il y a quand même 1 ou 2 personnes chaque année qui meurent sous les attaques d'un chien, donc il ne faut pas se lancer dans ce métier à l'aveuglette. C'est normal de faire des erreurs quand on débute, mais pour un client, c'est normal, quand il fait appel à un professionnel, d'avoir quelqu'un qui répond à ses questions en face, quoi. Ouais. C'est clair. Voilà. Mais c'est un bon conseil. Une bonne bouteille à la mer. C'est chouette.
Ce qu'on va faire sur l'émission, n'oubliez pas qu'il y a le groupe Facebook Radio Cabot, donc groupe de discussion. Donc vu qu'en plus c'était un petit peu plus hard, un peu plus corsé, voilà, je vous mettrai le replay rapidement dès demain. Et puis n'hésitez pas à venir échanger là-dessus. J'avais fait tout un post déjà avec justement les petites questions qui étaient un petit peu plus ouvertes que comme moi j'ai mené l'émission aujourd'hui, mais voilà, un post un peu plus ouvert avec déjà ses points de vue et ses points de réflexion. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe si vous avez des réflexions à faire, des questions, des approches, etc. Évidemment, c'est toujours un plaisir de discuter de ce genre de sujet. Et puis allez vous former, évidemment, c'est important. Non, mais même au niveau scientifique, c'est vrai qu'il faut arriver à assurer un petit peu. Donc voilà, super content de cette émission, Maxime. Je rappelle YouTube, questions d'éthologie, Facebook Synoccitan par exemple, éducateur canin éthologue, c'était super chouette. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Radio Cabot. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup pour ton animation, pour ton invitation, pardon. Et je voudrais quand même rajouter un truc avant de partir. Le format que tu as, franchement, je le trouve génial parce que tu invites des gens qui ont des points de vue différents à chaque fois. Et à chaque fois que tu poses des questions, même si c'est des gens qui ne sont pas nécessairement exactement dans ta façon de penser, tu arrives à être sans jugement et à laisser la personne s'exprimer. Je trouve ça génial. Donc continue comme ça, c'est top. Et merci pour les encouragements, ça me fait plaisir. Et j'espère encore recevoir pas mal de gens et surtout des gens différents et qui pensent pas pareil. C'est un peu l'objectif de l'émission. Cool. Bonne soirée à tous et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Radio Cabot. Ciao tout le monde.